2019 NBA champions. 112-109. Pascal, the three. Good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, le grand format, saison 4, épisode 2. On va se lancer dans la preview de la saison parce qu'il va bien falloir le faire. La saison reprend ce mercredi. On a hâte d'y être après une pré-saison qui s'est terminée en beauté à Montréal. Vraiment, j'ai eu la chance d'y assister et les Montréalais ont offert un superbe accueil aux Raptors et les Raptors leur ont bien rendu avec un superbe match. On va en reparler, mais on va commencer tout de suite par accueillir mes invités du jour. J'ai repris les mêmes que l'année dernière pour cette preview. Je vais juste vous mettre le petit écran de présentation. Hop là. Le voici qui va arriver. Et voilà, et aujourd'hui avec moi, on a Alex de dinotalk.com, de Raptors France, Raptors Belgique, sur tous les tableaux comme d'habitude. Salut à toi Alex. Bonjour Mike, bonjour Raphaël, bonjour tout le monde. Et tu l'as annoncé, on a Raphaël Guillemette de Radio-Canada. Salut à toi Raph. Salut tout le monde. Sans plus attendre, on passe au sommaire du jour. Le sommaire du jour, on va parler de la pré-saison en premier quart-temps. En deuxième, on va revenir sur l'effectif. Je ne voulais pas faire un débat sur le 5 de départ parce que je pense que Nick Nurse a tranché. Du coup, on va revenir un peu sur chaque joueur de l'effectif avec une question qui sera allouée à chacun. Ça permettra de parler des problématiques de la saison à travers ces questions-là, vous verrez. Ensuite, on regardera le calendrier. Je me suis concentré sur les 2 premiers mois pour que ça fasse vraiment le quart de la saison. L'année dernière, on en avait fait beaucoup. On était allé jusqu'à décembre. J'ai revu la preview, c'était un petit peu long, donc on va se concentrer vraiment sur les 21 premiers matchs. Et on terminera avec les scénarios de la saison, un scénario optimiste, un scénario pessimiste et un scénario plus réaliste pour chacun. Et puis chacun nous donnera aussi une petite hot take. On va commencer tout de suite avec le retour sur la pré-saison. Un petit coup d'œil sur le bilan qui, comme on le dit chaque année, n'a pas vraiment de grande importance. Les Raptors ont fini avec 3 victoires, 2 défaites. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur les leaders statistiques. Et je vais donner la parole pour commencer à Raphaël, puisqu'il a eu la chance de couvrir le camp d'entraînement des Raptors. C'était en Colombie-Britannique. Tu me diras si c'était à Vancouver ou sur l'île de Victoria. Je ne sais plus, tu vas nous dire ça. Comment tu as senti un peu l'ambiance et ce début de camp d'entraînement, Raphaël? Oui, le camp d'entraînement qui a lieu à Victoria sur l'île de Vancouver, c'est un peu mélangeant, mais ça a bien été dans le sens où tout le monde était en santé pour commencer le camp d'entraînement. Ça s'est gâté un peu par la suite avec les blessures à certains, dont Chris Boucher, mais ce camp d'entraînement, on sentait qu'il y avait une bonne humeur globale, ça touchait tout le monde. J'ai parlé à Christian Coloco, par exemple, qui, même en tant que recrue, se sentait très bien intégré dans le groupe. Il semblait avoir une réelle intensité dans les entraînements, alors que l'année dernière, je vous rappelle que Siakam était absent en raison de son opération à l'épaule, que certains joueurs traînaient des blessures, semblaient encore fatigués, si vous voulez, de la saison morte. Alors, en ce sens-là, on sentait qu'on partait sur des bases fraîches, mais avec une équipe déjà très unie à Toronto. En même temps, ce n'est pas surprenant, c'est pratiquement la formation de l'année dernière, mis à part quelques ajouts. Donc, en ce sens-là, on a une équipe qui peut déjà progresser par rapport à celle de l'année dernière au même stade de la saison avec ce camp d'entraînement-là. Nick Nurse le disait lui-même, on a une équipe qui sait comment jouer comme les Raptors, qui ont déjà intégré le plan de match, qui ont déjà intégré la philosophie Raptors. Maintenant, on peut déjà se mettre au travail dès le jour numéro 1. Alors ça, c'est sûr que ça a procuré un avantage particulier. Et les échos qu'on a eus, notamment sur Delano Banton, et donc je vous vole un peu le sujet, mais Delano Banton qui a été impressionnant au camp d'entraînement. C'est sûr que nous, en tant que journalistes, on n'a pas vu beaucoup de l'action lors du camp d'entraînement parce que c'était fermé aux médias comme au public pour la majorité de la séance. Mais de ce qu'on en a vu, des échos qu'on en a eus,
Delano qui a fait très bien. Puis vous le voyez, 11 points déjà dans cette pré-saison-là en moyenne par match. Il a vraiment vogué sur la vague de ses succès de la saison morte avec ses présences avec l'équipe canadienne. Ça faisait beaucoup de bien à voir. Ouais, tu l'as bien dit, c'est l'espoir qu'on a du côté Raptors, c'est de repartir en fait là où on s'était arrêté la saison dernière et de continuer à progresser parce que c'est le maître mot, progression. Alex, ah, Raph, qu'est-ce que tu as pensé de cette pré-saison? Je vais essayer de débloquer Alex. Il y avait il y avait une certaine différence avec le calendrier pré-saison du fait que les Raptors pouvaient disputer 2 matchs ailleurs au Canada qu'à Toronto. Ça avait un caractère spécial, pratiquement une tournée de célébration pour l'équipe canadienne, la seule qu'il y a au Canada. Donc, en ce sens-là, c'était plutôt bien. Après, sur le plan performance, c'est difficile de tirer beaucoup de conclusions de la pré-saison, mis à part que Siakam est en santé, qu'il a de l'air aussi menaçant que possible. On a vu de belles choses de Scottie jusqu'à temps qu'on comprenne qu'il était blessé, diminué par une blessure à la cheville. Donc ça, c'est un peu de moins bon augure de son côté. On le sentait un peu en retard sur la progression qu'il aurait dû connaître à travers le calendrier préparatoire. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Precious Achiuwa, entre autres. C'est une belle option qui va débuter l'année sur le banc, en sortie de banc, mais on sent qu'encore une fois, cette philosophie-là, Raptors, est intégrée par tout le monde qui fait entre 6 et 6, 6 et 9. On sent que la stratégie défensive de Nick Nurse, elle est au rendez-vous. Et en ce sens-là, ben, c'est vraiment ma principale conclusion qui est tirée de cette pré-saison-là, c'est que l'équipe comprend comment jouer, sait comment jouer comme un groupe. Alors, on part sur une base positive. Ouais, tout à fait. On a eu vraiment des choses positives. Tu l'as dit, Scotty Barnes, moi, j'étais pas vraiment content de son début de pré-saison, mais on a appris après, comme tu l'as dit, que en fait, il n'avait pas joué pendant 3 semaines, je crois, avant de rejoindre le training camp. Donc, en fait, ça a un peu expliqué pourquoi il avait du retard à l'allumage, mais j'ai vraiment bien aimé ce qu'il nous a montré sur les 2 derniers matchs. On a commencé à le retrouver vraiment. Ce qu'on attendait de lui. Ensuite, c'est vrai que moi, j'ai pas trop analysé au final ce qui s'est passé avec les partants, avec les titulaires, parce qu'ils ont eu très peu de jeux. On se rend compte quand même que Fred VanVleet, on a l'impression qu'il va prendre un petit peu de recul et qu'il va essayer de laisser briller les autres, mais ça, on y reviendra dans le deuxième quart-temps. Est-ce que vraiment il va prendre du recul? Est-ce qu'il va faire une saison un peu moins bonne que l'année dernière? Ça, on verra. Ce qui était intéressant, en fait, c'était de regarder la course aux dernières places dans l'effectif et également un peu de voir quels joueurs pouvaient briller en sortie de banc. Mais c'est vrai que c'est dur de faire des conclusions sur cette pré-saison. Alex, tu viens de revenir. Je te repose la question. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette pré-saison? Dans l'ensemble, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Notamment, on va pas se mentir, les 2 victoires en prolongation contre Boston font toujours plaisir. On sait que c'est une rivalité, en tout cas de notre côté en France, c'est une rivalité qu'on aime bien. Donc s'affirmer dès la pré-saison, c'est toujours prenable. Ensuite, bah oui, comme tu l'as dit, la bataille pour les dernières places, voir que Dalano Banton a été très vite confirmé comme étant OK, lui, c'est bon, il a sa place dans les 15. Tout de suite, ça a confirmé un petit peu tout le bien qu'on en a pensé dès sa première saison, l'intersaison avec l'équipe, avec le Canada, la Summer League. On sent qu'il a pris beaucoup plus de confiance, qu'il a beaucoup plus d'expérience aussi, qui s'intègre de plus en plus dans le groupe et dans le style de jeu. Il a une vision de jeu de par sa taille qui est assez impressionnante et qui va être très utile. Donc tout ça, c'était très très bien. Et puis bah, après, ça reste, comme tu l'as dit, je suppose, de la pré-saison. Donc on ne va pas en tirer des conclusions extraordinaires, si ce n'est qu'encore une fois, quand Fred VanVleet n'est pas là, on est quand même très très en dessous quand il nous manque notre meneur de jeu. On l'a vu je crois que c'était contre Houston qu'il n'était pas là. Mm-hmm. Ouais. Donc, et on a tout de suite senti que dans l'organisation, dans l'animation, c'était pas la même limonade.
C'est vrai, tu as raison de le souligner. On pourra aussi souligner le dernier gros match d'O.J. Anunoby qui, une nouvelle fois, comme l'année dernière, nous donne des espoirs fous de le voir dominant comme ça en attaque. Mais comme tu dis, on ne va pas en tirer des conclusions parce que ça reste un match de pré-saison. Et par rapport à la rivalité avec Boston, je te rejoins parce que ça m'a étonné que en quatrième quart-temps du deuxième match, ils ont laissé les titulaires alors que Toronto faisait tourner avec ses remplaçants. On dirait qu'ils avaient vraiment pas envie de perdre ce match. Alors j'ai lu également que c'était le plan apparemment de l'entraîneur d'essayer de mettre les titulaires sur beaucoup plus de temps de jeu. Mais quand même, tu as l'impression que, en étant au bord du terrain en plus, parce que d'ailleurs on remercie les Raptors de nous avoir permis de vivre cette expérience, que tous les journalistes étaient en courtside. Et c'était vraiment, j'ai vraiment vu le match d'une manière différente de d'habitude. L'intensité qu'il y a sur le terrain, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et en fait, il faut tirer un coup de chapeau aux joueurs de petite taille parce que les Fred VanVleet et tout et compagnie, je me demande comment ils s'en sortent au milieu de ces masses physiques, athlétiques. C'était vraiment très impressionnant. Donc voilà, je voulais le souligner. Un petit merci à la Raptors PR parce que, bon, après, ils ont organisé ça comme ça, je pense, mais ils pouvaient nous mettre sur la gondola aussi. C'était marqué dans l'email à la base. Donc voilà, je voulais juste souligner ça. Et je vais juste terminer rapidement avec, si j'arrive voilà, à tourner. La décision finale pour l'effectif, tu l'as dit, Alex, Dalano Banton, ça a été réglé rapidement. On savait qu'il allait être dans l'effectif. Il a fait très forte impression. Raphaël nous l'a dit dès le début du camp d'entraînement. Nick Nurse a beaucoup souligné le fait qu'il avait brillé avec l'équipe du Canada. Donc, il nous restait 4 joueurs pour une place parce que Willy Hernan Gomez a lui aussi été validé. De toute façon, il avait un contrat garanti. Donc, on se doutait qu'il allait être là. Et puis, Nick Nurse a dit qu'il comptait sur lui. Donc, voilà, petite animation. Gabe Brown, on a su, je pense, rapidement que ça allait être pour les 905. DJ Wilson, ensuite, on s'est dit que ça allait être compliqué pour lui. Il restait vraiment Josh Jackson et Justin Champagny. Justin Champagny qui a été longuement blessé et qui a eu l'occasion de revenir sur les 2 derniers matchs. On se disait quand même que ça paraissait bizarre que les Raptors abandonnent le projet Champagny après 1 an. Josh Jackson a montré de bonnes choses, j'ai trouvé, sur les 2 premiers matchs. Sur le dernier, entre-temps, ça a été plus moyen. Du coup, Nick Nurse a tranché, Nick Nurse et son staff ont tranché, et c'est Justin Champagny qui a été choisi. Rapidement, Raph, qu'est-ce que tu penses de ce choix? Est-ce que pour toi c'était logique? Est-ce que tu l'avais vu venir aussi? Est-ce que tu as quand même été agréablement surpris par Josh Jackson qui a fait des belles performances? Comment tu analyses un peu tout ça? Ben, j'ai été étonné par les performances dès le départ de Josh Jackson en pré-saison parce que je m'attendais à ce que sur le terrain, l'intégration soit peut-être un peu plus difficile. Du côté des Raptors, on a simplement décidé d'y aller avec la familiarité. Donc, Champagny, qui déjà évidemment connaît bien le système Raptors, qui a brillé l'année dernière avec les 905 également, qui est un peu l'équipe expérience, si vous voulez, des Raptors. Donc, en ce sens-là, je suis vraiment pas surpris du choix. En fait, j'aurais été beaucoup plus surpris si Champagny n'avait pas été retenu par les Raptors. Donc, je ne suis pas beaucoup étonné de la décision finale, mais j'ai hâte de voir en fait la quantité de temps que Champagny va passer avec les 905 cette saison parce qu'on a établi dès l'année passée qu'il n'avait plus rien à prouver dans la G-League. Maintenant, combien de minutes aura-t-il en sortie de banc? C'est un peu la question qu'on se pose du côté des Raptors et des médias également. Josh Jackson qui cadrait parfaitement dans la vision 6-8, 6-9 des Raptors. Mais en défense, je ne sais pas si c'était tout ça déjà. Je pense que l'adaptation allait coûter un peu plus aux Raptors les quelques minutes qui allaient être offertes à Champagny ou Jackson. Parfait, Alex, un petit mot et puis on va conclure sur ce premier carton. Il n'y a pas bien plus à dire. Je vais rebondir par rapport aux minutes de Champagny. J'ai peur que pour lui, ça se cantonne à devoir récupérer les minutes des joueurs qui seront ou mis au repos ou blessés au cours de la saison. Il devrait, si par exemple un joueur comme Otto Porter n'est pas là, disponible dès le début, je pense que Champagny va gratter ces quelques minutes-là si dans la saison, un Tadeusz Young ou un autre joueur comme ça. Le profil de Banton, en fait, et son rôle dans l'équipe vont lui assurer des minutes relativement constantes au cours de la saison, à partir du moment où les performances sont là, bien sûr. Champagny, il va falloir qu'il soit patient, qu'il fasse ses preuves d'abord à l'entraînement et sur les matchs où il sera envoyé avec les 905. Mais dans un premier temps, je pense que ce sera
dès qu'on a besoin, dès qu'il y a un blessé ou un absent ou un repos ou autre, il va falloir qu'il réponde présent et c'est comme ça qu'il gagnera ses minutes. Oui, de toute façon, on l'a dit, hein, cette course aux dernières places dans l'effectif, c'est malheureusement des joueurs de bout du banc qui peuvent avoir du temps de jeu si vraiment ils explosent et qui saisissent leur chance. Mais c'est clair que là, Champagny, il est un peu dans un entre-deux parce que tu avais raison de le souligner, Raphaël, il a fait des grosses performances avec les 905, notamment sur la fin de la saison dernière. Et c'est le genre de joueur qui est, tu te dis, OK, il est trop fort pour la G-League, mais pour l'instant, ça semble un peu trop juste pour la NBA, même si en début de saison dernière, il avait fait quelques performances intéressantes. Il a un profil qui est intéressant du fait que c'est un joueur très fort au rebond offensif et que les Raptors jouent beaucoup là-dessus. Il se donne en défense. Je pense que ce qui va vraiment faire la différence pour lui, ça va être son adresse au tir. S'il arrive à être adroit et quand on fait appel à lui, il va avoir un peu de temps de jeu. Et c'est les mêmes problématiques que la saison dernière avec Svi Mihajlovic, avec même des bons gars et tout ça. Ils avaient la défense, ils avaient l'esprit, l'état d'esprit, mais le problème, c'est que dans cette équipe des Raptors, il y a besoin de shooters, et si tu es un non-shooter en plus, ça devient compliqué. Donc, affaire à suivre, on va en reparler de toute façon tout à l'heure dans les questions sur l'effectif. On Mais va passer au deuxième quart-temps. la conclusion qu'il faut en tirer, c'est qu'il y a débat maintenant sur la fin de la formation des Raptors, les joueurs qui complètent, alors que l'année dernière, on avait des corps qui venaient simplement remplir des places chez les Raptors, alors qu'on attendait que Banton et Champagny se prouvent en G-League. Et en ce sens-là, ça, c'est un signe beaucoup qui est positif par rapport à l'année dernière, une nette amélioration. Ouais, et on va le voir. J'aurais pas dû tourner la diapositive parce que là, tu m'avais fait une magnifique passe décisive pour dire exactement, on a l'impression que l'effectif est bien plus profond cette année. Et justement, parlons de cet effectif en question et commençons par le regarder, cet effectif. Petite dédicace à notre ami de Raptors France, FRA, qui nous a fait ce joli visuel. Et on va commencer par parler un peu des joueurs du 5 de départ. Fred VanVleet, la question pour Fred VanVleet, est-ce que Fred VanVleet va réitérer sa saison All-Star ou est-ce qu'on peut penser qu'il va être un peu plus en retrait peut-être pour se ménager et pour laisser un peu briller ses autres coéquipiers? Il en a un peu parlé du fait qu'il a changé sa routine de préparation, qu'il veut, comme il a dit, pique, être à son meilleur plus sur la fin de l'année, puisque l'année dernière, après le All-Star Break, il a été blessé, il a été en difficulté physiquement. Est-ce qu'on va voir un FVV en plus en retrait ou est-ce que tu penses à Raph qui peut redémarrer pareil, faire une saison All-Star, mais mieux se gérer, peut-être un peu de moins de minutes, Nick Nurse en a parlé, mieux se gérer, mais toujours être un des joueurs majeurs de cette équipe? Mais je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je pense que la saison cette année s'inscrit sous le signe de la longévité pour Fred VanVleet. C'est son défi principal. Alors, le but pour lui, oui, c'est de jouer niveau All-Star quand il sera sur le terrain, mais de s'assurer de ne pas tout donner dès le début de la saison pour être à ce niveau-là, quitte à perdre des matchs en fin d'année. C'est en fin de calendrier qui sera le plus nécessaire aux Raptors. Donc, oui, il sera en retrait peut-être un peu plus en début de saison, mais quand les Raptors se mettront à perdre des matchs parce que Malachi Flynn ne sera pas suffisant, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres options pour le remplacer, sauf si on y va avec un 5, 6-7, 6-9 avec Delano Banton comme meneur ou Scotty Barnes. Je pense que ça va être difficile. L'équilibre va vraiment être difficile à aller chercher pour VanVleet. Donc, il s'inscrit vraiment dans la zone grise, en fait, entre les deux questions pour moi. Ouais. Alex, je pense que tu as un avis. Tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure par rapport au fait que quand il n'y a pas VanVleet sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, est-ce que les Raptors vont pouvoir se permettre de le faire souffler autant que ça? En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça ne dépend pas vraiment de lui, ça va dépendre des personnes qui vont jouer son rôle quand lui pourra se reposer, donc quand il sera sur le banc, voire potentiellement mis au repos en fonction de comment la saison se passe. Mais je ne m'attends pas particulièrement à ce que VanVleet joue avec le frein à main pour être prêt en fin de saison. Donc, il faut qu'il y ait du monde qui puisse lui permettre d'être à 100% quand il est sur le terrain, sans se cramer pour la fin de saison, tout en sachant que, OK, quand je suis sur le banc, j'ai les copains qui prennent le relais et qui, même si on n'est pas aussi efficace, évidemment, on sait très bien qu'il y a une première et une seconde unité, on sait très bien qu'il y a des moments, dans un match de basket, ce n'est pas toujours au même niveau, il y a des temps forts, des temps faibles, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, pour qu'il soit
efficace quand il est sur le terrain et qui se repose de manière efficace également quand il est sur le banc ou absent, ça dépend de ses coéquipiers qui doivent prendre le relais dans ces moments-là. Donc, lui, il va arriver, il va jouer aussi bien qu'il le peut, il va faire en sorte de porter, c'est aussi son équipe, donc il va faire en sorte d'être présent. D'ailleurs, même quand il est sur le banc, ce n'est pas vraiment des périodes de tout repos pour lui, hein. Il est très souvent debout à prendre le relais de Nick Nurse, un peu comme le faisait Kyle Lowry à l'époque. Donc voilà, je pense que ça ne dépend pas que de lui. Et je pense même que lui, s'il peut démarrer dès le début de la saison, on parlera du calendrier tout à l'heure, mais s'il peut démarrer dès le début de la saison sur les chapeaux de roue avec toute l'équipe, il le fera sans se poser de questions. Ouais, ça va être nécessaire. On va regarder le calendrier tout à l'heure. Ça s'annonce corsé. Ouais, je vous suis totalement. Je pense que c'est une des problématiques de cette saison. De toute façon, c'est comment bien reposer Van Vliet tout en lui permettant d'être toujours aussi bon parce qu'on a besoin qu'il soit à son meilleur niveau. Et je pense que lui aussi veut continuer à être All-Star. De toute façon, j'imagine mal qu'il va baisser de pied. Après, on va en parler. Il y a une autre problématique, c'est comment tu distribues la balle dans cette équipe avec plusieurs joueurs qui vont avoir besoin du ballon et qui ont montré des choses en attaque. Mais ça, on va en reparler pour les joueurs qui arrivent. Et D'autant notamment, plus qu'il y a une histoire contractuelle pour Van Vliet. il y a une histoire contractuelle. Et il n'a pas été prolongé encore, donc il ne faut pas compter sur lui pour se cacher. Hein. Ouais, et en parlant d'histoire contractuelle, en voici une. Quel avenir pour Gary Trent Jr.? Est-ce que vous pensez qu'il est dans les plans à long terme des Raptors? On a vu les salaires mirobolants signés par Jordan Poole et par Tyler Hero. Est-ce que les Raptors pourront le payer? Est-ce qu'il est dans les plans à long terme? Quels sont les enjeux un peu autour de Gary Trent Jr., Raph? Ben, l'enjeu principal, c'est s'il n'y a pas Gary, qui va prendre les tirs à 3 points, à part Fred VanVleet s'il n'est pas diminué. C'est la principale question et c'est ce qui le rend un peu indispensable aux Raptors cette année. Sur ce qui est du long terme, je ne vois pas Gary Trent Jr. avec les Raptors parce que pour moi, de par son salaire, de par ses qualités, de par son âge aussi, c'est le joueur parfait à échanger, à inclure dans un échange pour aller chercher une superstar, pour aller chercher le joueur qui manque à cette formation-là, selon beaucoup de personnes, pour qu'elle puisse devenir une grande prétendante au titre. Et Masai Ujiri l'a dit lui-même lors de son point de presse au début de l'année. Ce n'est pas une équipe qui va remporter un championnat cette année, les Raptors, du moins on ne croit pas que ce soit le cas. Et après, ça peut être une équipe qui va passer un cap, mais il a dit vraiment, on étudie nos options. On sent que les Raptors ont fait tout le nécessaire en termes de recherche pour Kevin Durant, pour DeAndre Ayton aussi à Phoenix. On a fait nos enquêtes, si vous voulez, sur Donovan Mitchell aussi. On a conclu que le prix à payer était trop gros pour l'état d'avancement du projet à Toronto. Mais au terme de cette saison-ci, je pense que la question, on devra la reposer. Puis à ce moment-là, Gary Trent va être parfait à intégrer si ce n'est pas OG Anunoby ou les deux. Oui, exactement. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de suivre Gary Trent qui, lui, a tout à gagner en faisant une très grosse saison, qu'il reste aux Raptors après ou qu'il aille ailleurs pour signer un très, très gros contrat. On va suivre ça. Je pense qu'il y aura une très grosse motivation de sa part. Après, on va reparler de la question de l'usage des joueurs. Comment permettre à chacun d'être au mieux dans son jeu offensif, d'avoir des munitions. Après, je voudrais rappeler un truc aussi par rapport au contrat. Il faut faire attention parce qu'ils sont alignés sur la possibilité de voir le CBA de 2025 avec la renégociation des droits TV de la NBA qui vont exploser. Les prévisions sont assez folles et le cap space devrait passer je crois qu'il est à autour de 130 millions aujourd'hui, à 170. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. C'est pour ça que ces contrats sont bien supérieurs à ceux d'aujourd'hui. On l'a vu avec Damian Lillard aussi, on l'a vu avec plusieurs joueurs qui ont signé des extensions justement qui démarrent en 2024-2025 et qui sont assez importantes, mais c'est justement par rapport à ça. Donc, il faut un peu relativiser les chiffres en fait qui sont la NBA. Il faut savoir que c'est une grille salariale avec des pourcentages de la masse salariale et qu'il n'y a pas de salaires qui vont dépasser les 35%. Le maximum, c'est 35%. Celui de Lillard, c'est 35% du salary cap qui est estimé à la renégociation du CBA. Donc, voilà, des fois, je lis un peu trop de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux de personnes qui disent non, mais il ne faut pas donner autant. En fait, ce n'est pas plus que ce qui touche maintenant, c'est juste que le salary cap va augmenter. Alex, rapidement sur Gary Trent Jr., quel est ton avis?
Je pense que la question de savoir s'il est dans les plans à long terme avec les Raptors, ça dépend aussi de lui. Ça dépend aussi de comment il voit sa carrière. Ça dépend de sa volonté à la fin de son contrat. Est-ce que son objectif, c'est d'aller chercher le maximum du maximum auquel il peut prétendre, notamment avec ce qu'ont signé Tyler Herro et Jordan Poole à Miami et à Golden State, quitte à être dans une équipe moins compétitive, je ne sais pas, une équipe qui peut avoir du salary cap et qui ne sera pas très compétitive tout de suite. Après, une équipe qui n'est pas compétitive cette année peut l'être l'année prochaine en fonction de la draft. Mais je ne sais pas, aller s'enfermer dans un projet où on te dit on essaye d'accrocher les playoffs, si on est en play-in, c'est une bonne saison, ou alors gagner un peu moins, être dans un effectif que tu connais déjà, tu connais l'environnement, tu connais la ville, tu connais le public, tu connais le management, tu connais le coach. Gagner un petit peu moins, mais avoir l'assurance que tous les ans, l'objectif, c'est au minimum de passer le premier tour des playoffs, on n'est pas sur le même niveau. Tout ça, c'est de la négociation, mais ça dépend aussi de lui et de sa volonté. Parce que si aujourd'hui, on lui pose la question et il nous répond que son objectif, ad vitam aeternam, ce sera d'avoir le plus gros contrat possible à chaque renégociation, c'est clair qu'il ne finira pas à Toronto. Toronto ne lui mettra pas le maximum auquel il peut prétendre, c'est une évidence. Donc, à lui de faire ses choix et d'agir en conséquence. Ce sera une négociation avec Masai Ujiri. Mais oui, par rapport à ce que disait Raphaël, c'est vrai que c'est une des pièces avec la plus grande valeur à l'heure actuelle dans l'effectif de Toronto, je dirais, derrière Scottie Barnes, évidemment. Mais Scottie Barnes semble être intouchable. Donc, a priori, la pièce la plus plausible à partir en cas de trade serait Gary Trent Jr. Après, la question qui se pose, et je vais rebondir sur une vidéo que j'ai vue juste hier de Aaron Rose de Sports Illustrated qui est revenu sur des propos de Masai Ujiri quand il avait re-signé. Il parlait que s'il y avait besoin de dépasser la taxe, les Raptors seraient prêts à le faire. En tout cas, MLSI lui aurait donné le feu vert pour le faire s'il estime que le faire, ça va vraiment aussi permettre de gagner. Et je pense que ça sera la question. Est-ce que les Raptors considéreront Gary Trent Jr. après cette saison-là comme un joueur indispensable pour gagner le titre et sur lequel il faudrait donner beaucoup d'argent et passer cette taxe? Ou est-ce que, comme l'a dit Raph, c'est une monnaie d'échange pour aller chercher une superstar en ajoutant d'autres assets, bien sûr? Ça sera vraiment une affaire à suivre. On va continuer. On va parler de OG Anunoby, si ça veut bien passer. Voilà, OG Anunoby qui nous a montré de très très belles choses sur la fin de la pré-saison. Il était vraiment en mode... Mais comme on l'avait vu l'année dernière et au début de l'année dernière, et une nouvelle fois sans Siakam. Donc la question qui se pose vraiment avec OG Anunoby, j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'il y a vraiment de la place pour que OG se développe complètement en attaque dans cette équipe? Parce que dans ce 5 de départ, il passe après Siakam, il passe après Fred VanVleet, il passe, je dirais même, après Gary Trent Jr. et ensuite quatrième ou cinquième option avec Scottie Barnes, qui je pense va avoir plus de responsabilités cette année. Est-ce qu'il y a de la place pour que OG se développe en attaque ou est-ce qu'on doit se résoudre à ce que OG soit, déjà c'est excellent, hein, un 3&D classique et qui de temps en temps va avoir un coup de chaud? Comment tu vois ça, Raphaël? Je pense que, bon, les rumeurs, OG les a balayées du revers de la main au début de la saison. Les Raptors ont tenté de calmer le jeu aussi, mais je pense que c'est difficile d'ignorer quand même la réalité de la situation. OG Anunoby n'est pas une des 3 principales options de scoring des Raptors. Il en veut plus. Ça représente aussi probablement la plus belle monnaie d'échange pour les Raptors si on veut faire l'acquisition d'un joueur étoile. Est-ce qu'il a la place cette saison pour se développer complètement? Je ne pense pas, à moins d'une blessure. Et encore là, qui faudra-t-il qu'il se blesse pour que OG ait le temps suffisant pour marquer? Parce que je ne pense pas qu'il va profiter nécessairement que Fred VanVleet soit en retrait cette année. Ça prendra quelque chose à Pascal Siakam, ce qu'on ne souhaite pas aux Raptors parce que ce ne sera certainement pas un avantage pour l'équipe. Même chose pour Scottie Barnes. Alors, en ce sens-là, il a un rôle à s'acquitter.
Puis c'est un peu la tâche qu'il a devant lui. Donc, pour se développer complètement en attaque, je ne crois pas que c'est l'équipe pour lui actuellement. Je suis assez d'accord. T'en penses quoi, Alex? Pareil, hein, on sait bien de toute façon que dans un 5 majeur, il n'y a pas 5 joueurs à fond de leur potentiel, notamment en attaque. Donc, il faut toujours qu'il y en ait au moins 2 qui soient en retrait, si ce n'est pas plus, en fonction des styles de jeu. Donc, après, c'est difficile pour lui, hein, mais OG Anunoby est peut-être aussi celui qui en a le moins montré offensivement depuis le début de sa carrière. C'est dur à dire parce que Scottie Barnes c'est là que depuis un an, hein, mais il y a eu des coups de chaud chez OG Anunoby. Il y a aussi eu, on l'a revu la statistique là lors du dernier match sur la diffusion télé. C'est aussi un joueur qui n'a pas fait de saison complète depuis 2-3 ans, je crois, de mémoire. 2019, il est absent des playoffs. Donc, il y a aussi ce genre de choses à prendre en compte. Maintenant, qu'est-ce que veut OG? Qu'est-ce que veulent les Raptors pour leurs joueurs? On parlait des 2 pièces très intéressantes à potentiellement transférer, OG Anunoby, Gary Trent Jr. J'ose espérer qu'on arriverait à ne pas perdre les 2 parce que je pense que ce serait en fonction de la contrepartie en face, hein, bien sûr, hein, mais pour l'instant, si on peut éviter de perdre les 2, moi, ça m'arrangerait parce que l'un peut potentiellement pas prendre la place, mais combler un petit peu le départ de l'autre. Je dirais, des 2 côtés du terrain. Les 2 ont la capacité de shooter derrière l'arc, les 2 sont longs et se donnent en défense. Donc voilà, il y a un côté un peu similaire entre les 2, même si OG Anunoby est un peu plus costaud et plus efficace, je dirais, à l'intérieur. On a bien vu hein, sa capacité à défendre sur certains gros pivots, c'est quand même un atout non négligeable. Donc à voir, mais se développer complètement à Toronto offensivement, non, je ne pense pas. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que, mais après, c'est déjà très bien. Il peut devenir, il est déjà le 3&D élite. Et après, j'aime bien son utilisation par Nick Nurse, souvent à l'intérieur, au poste, parce qu'on sait que les Raptors cherchent beaucoup les mismatchs. Et avec ce 5-là, encore plus quand parfois il joue au poste 2, il a des mismatchs impressionnants. On l'a vu face à Boston dans le dernier match. Les Raptors cherchaient en permanence Derrick White parce qu'ils avaient deux meneurs de pas très grande taille du côté de Boston. Et du coup, les Raptors, avec un poste 2 plus physique, à chaque fois cherchaient à poster Derrick White et ça marchait plutôt bien, ça créait souvent des décalages. Donc on va voir, lui aussi, il a un contrat à aller chercher parce que là, ce qu'il faut dire, c'est que OG Anunoby, c'est le rapport qualité-prix, il est juste optimal. Ça va être différent à sa re-signature, à mon avis, mais c'est l'une aussi des choses à suivre cette saison. On va enchaîner, on va parler de Pascal Siakam. Très rapidement, je pense que la question, elle n'a pas lieu de faire un long débat. Mais est-ce que selon vous, Pascal Siakam peut être un top 5 joueur de la Ligue cette saison? C'est ce qu'il a annoncé lors du jour des médias. Raph, tu y étais. Qu'est-ce que tu en as pensé sur le coup? Je renvoie la patate chaude à Alex pour commencer. Je vais rebondir. Ça marche. Première patate chaude renvoyée par Raph pour Alex. Ah, là c'est même plus une patate chaude, là. Elle est brûlante de chez brûlante, C'est une celle-là. bombe. Est-ce qu'il faut raisonner froidement et faire une liste des joueurs qui peuvent prétendre à ce top 5? Parce que qu'est-ce qu'on considère comme un top 5 joueur de la Ligue? C'est quoi le plus important? C'est le scoring? C'est l'impact sur son équipe? C'est le classement collectif? C'est compliqué parce que quand on fait une liste là comme ça, brute, eh ben, on peut penser donc à LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Stephen Curry. On est déjà à 5 et je suis sûr qu'il y en a plein que je n'ai pas cités comme ça. On ne sait pas dans quelle forme va revenir Kawhi Leonard. Aussi. Damian Lillard, on ne sait pas. Si ça se trouve, il va nous sortir une saison de dingue. Devin Booker, enfin, il y en a plein. On ne sait pas du tout d'où peut sortir. Donc, c'est un objectif extrêmement ambitieux qui s'est fixé. Il a un profil qui est à part de tous les autres, je trouve. Il n'a pas le jeu ni le physique d'un LeBron James ou d'un Giannis Antetokounmpo, encore moins d'un Joel Embiid. Il est très intermédiaire par rapport. C'est pas un joueur totalement. C'est pas un vrai ailier comme Kawhi Leonard ou Paul George par exemple. Il a un jeu un peu plus à l'intérieur aussi. C'est très compliqué à visualiser. Est-ce que c'est possible? J'ai tendance à dire que oui. De toute façon, on va le lui souhaiter. C'est tout ce qu'on peut espérer. Maintenant, ça va être compliqué. Mais il y a une chose est sûre, c'est que si lui y arrive,
Toronto va être très, très, très relou à jouer et très dangereux à l'Est. Ça, c'est une évidence. C'est certain, Alex, que en tout cas, si Siakam fait une saison top 5 de la Ligue, mais tu as raison de souligner tous les joueurs qui peuvent y prétendre. Et ça s'annonce quand même. Tu as raison de le dire que c'est un joueur entre deux. En fait, ce n'est pas un gros scoreur. Il a progressé dans le playmaking, mais ce n'est pas non plus encore un playmaker d'élite. Donc, du coup, c'est vrai que c'est dur à le situer, mais ce qu'il va falloir de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est des résultats collectifs. À mon avis, si on veut le considérer top 5, ça serait dans la course au MVP et ça serait tout simplement parce que les résultats collectifs des Raptors parleraient pour lui. Après, l'année dernière, il est rentré dans un club très intéressant, des joueurs qui étaient à plus 20 points, plus de 5 passes et plus de 7 ou 8 rebonds. Il va falloir continuer comme ça, mais je pense qu'il va falloir passer un cap supplémentaire au niveau du scoring. Il faut un Siakam qui passe les 25 points si on veut le considérer parmi les meilleurs joueurs de la Ligue, tout en continuant à prendre des rebonds, tout en continuant à faire des passes décisives, en continuant à être l'un des meilleurs joueurs en défense. Il est quand même sous-estimé en défense, je trouve. On n'en parle jamais parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue, mais c'est un joueur très polyvalent dans ce domaine. C'est vrai que la polyvalence, ce n'est pas forcément payé. On va plus regarder les joueurs qui sont capables de lock un adversaire ou des joueurs qui sont capables de contrer, mais on récompense rarement des joueurs qui sont un peu capables de tout faire et qui sont très importants à ce niveau-là. Raphaël, est-ce que la patate a refroidi? Est-ce que tu as un petit avis à donner? Oui, et j'y vais d'une référence de Pop Smoke. Shoot for the stars, aim for the moon. C'est un peu ce que Pascal Siakam doit faire, c'est-à-dire viser les étoiles. Il atteindra peut-être la lune. C'est beau de viser un top 5. C'est peut-être réalisable s'il y a des blessures à Giannis, par exemple, si Steph Curry n'est pas à point en début de saison, par exemple. Il va falloir que Siakam soit extrêmement performant tout au long de la saison. Donc, la constance va être clé là-dedans. Tous les tirs qu'il a tenté de prendre en fin de match pour l'emporter, il va falloir qu'il les cale cette année. C'est beau de viser un top 5. C'est un bel objectif pour se mener à être meilleur. Je ne crois pas que ce soit réalisable cette année, en tout cas, peut-être même jamais, mais c'est comme ça qu'il va s'améliorer, c'est comme ça qu'il va aider les Raptors et c'est comme ça aussi qu'il va peut-être encore prouver à ses dénigreurs, aux dénigreurs des Raptors que c'est une équipe qui peut être menée par Siakam, en tout cas dans la mesure du possible, comme une équipe trouble-fête dans l'Est cette saison et pour la suite des choses. C'est un joueur qui est redoutable, qui est polyvalent, vous l'avez dit. Des joueurs complets comme ça, comme premier marqueur de son équipe, on n'en voit pas beaucoup dans la NBA. Donc, en ce sens-là, il se distingue, mais c'est généralement pas ce qui va lui mériter beaucoup de votes au titre de MVP, par exemple. Ouais, clairement, là, tu l'as dit, il va falloir de la régularité et il va falloir des résultats collectifs. Et tu as bien fait de le souligner. De toute façon, les joueurs se mettent des objectifs hauts pour, même s'ils ne les atteignent pas, pour s'en approcher et se motiver. Et souvent, je sais qu'en France, on a du mal à accepter ça. Des joueurs qui, je me rappelle, Chet Holmgren, quand il est arrivé dans la ligue, il a dit qui est le meilleur joueur de la ligue? Il a dit moi dans un mois. Bon, le malheureux, il s'est blessé, mais c'est des objectifs hauts pour progresser tout simplement. Donc, ça sera très compliqué, mais on peut comprendre qu'il se fixe des objectifs assez élevés pour progresser tout simplement. On va passer au dernier joueur du 5 de départ. Il s'agit de notre Scottie Barnes. Scottie, la question, c'est quelles sont les attentes pour Scottie Barnes cette saison? Est-ce qu'on ne doit pas avoir des attentes trop élevées? Est-ce qu'on veut qu'il prenne l'équipe en main dès cette année? Comment tu vois ça, Alex? Je crois qu'on en a déjà un peu parlé. Prendre l'équipe en main, non, parce qu'il y a des vétérans derrière lui. Je veux dire, c'est l'équipe de Fred VanVleet et de Pascal Siakam et de Nick Nurse qui étaient tous là pendant le titre. Écoute les conseils d'un Odji Anunoby, écoute les conseils d'un Khem Birch, d'un autoporteur, même s'il vient d'arriver, lui aussi il commence à avoir une petite expérience. Donc, il ne faut pas non plus vouloir en faire tout de suite la tête de gondole du projet. C'est l'étoile montante, c'est la perle de l'équipe et c'est le visage de la franchise à long terme, moyen long terme. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Il faut y aller petit à petit.
C'est le rookie de l'année dernière. Est-ce qu'il peut viser le statut de All-Star dès cette année? Ça va être compliqué parce qu'on sait qu'à Toronto, c'est une équipe qui est très collective. Donc, pour avoir un All-Star, il faudra que le bilan collectif soit absolument irréprochable. On a déjà vu que pour Van Vliet l'année dernière, même s'il avait la saison, les statistiques parlaient pour lui, ça a été quand même compliqué. Ça ne s'est pas fait les yeux fermés. Il y avait des débats, il y avait des discussions, etc. Donc voilà, il faut y aller petit à petit, étape par étape, qu'il continue de faire ce qu'il sait faire et continuer à progresser, je dirais, notamment sur le shoot extérieur. S'il arrive à développer encore plus cet axe de son jeu, là, ça peut devenir vraiment très, très intéressant. Ouais, notamment dans sa complémentarité avec Siakam, le tir à 3 points de la part des deux joueurs est vraiment très important, je pense, pour que leur relation soit optimale. Moi, j'aime beaucoup cette association parce que les deux joueurs peuvent attirer des prises à deux, les deux peuvent créer pour les autres. Et s'ils arrivent à avoir un tir à 3 points pour jouer l'un par rapport à l'autre, ça peut devenir vraiment énorme. Raphaël, toi, quelles sont les attentes vis-à-vis de Scottie? Sur quoi tu veux le voir progresser notamment? Bien honnêtement, j'ai de la difficulté à voir Scottie comme meneur de cette équipe-là à très court terme, évidemment. Les attentes envers lui à long terme, elles sont évidentes. L'équipe les a très librement placées pour le public. Mais ce n'est pas un joueur qui est dans le profil habituel d'un meneur d'une équipe. Ce n'est pas un Shai Gilgeous-Alexander, ce n'est pas un Damian Lillard non plus. Ce n'est pas un marqueur qui semble tout à fait naturel. Et en ce sens-là, j'ai de la difficulté à le projeter dans l'avenir sur ce qu'il peut faire réellement. Est-ce que c'est un joueur qui peut vraiment tourner à 25 points en moyenne par match, à une vingtaine en moyenne avec les rebonds, avec la contribution qu'on attend de lui en défense aussi, par exemple? C'est ce qui est difficile à mesurer dans sa progression aussi. Jusqu'où est-ce qu'on veut qu'il se rende et quelles sont les priorités, dans quoi est-ce qu'on veut le voir progresser le plus rapidement possible? Je pense que l'attente principale que j'ai pour Scottie Barnes cette année, c'est qu'il ne doit pas trop en faire, au risque en plus de se blesser parce qu'il est déjà diminué par une blessure à la cheville. On sait ce qu'il est capable d'amener à cette équipe-là. C'est déjà un bon complément pour Van Vliet, Siakam, Trent et Anunoby. Il a sa place dans le 5 partants. Pour ce qui est d'être une équipe d'étoiles, on doit absolument oublier ça, quant à moi, parce que tant qu'il y a Pascal Siakam comme meneur de cette équipe-là, il n'aura pas sa place comme premier marqueur des Raptors, avec Van Vliet non plus. Quoique le tandem Van Vliet-Barnes, je l'aime bien aussi. Donc, dans cette mesure-là, je trouve ça difficile de projeter vraiment ce qu'on doit voir de lui cette année. Je pense qu'on doit simplement avoir une progression globale, la même assurance que l'année dernière et d'éviter la guigne de la deuxième année, chose qu'on voit peut-être un peu moins dans la NBA en général que dans d'autres sports comme le hockey, le football, mais il faut quand même faire attention. Vraiment, la clé, ce sera de ne pas trop en faire parce que c'est le prochain, c'est le futur de l'équipe. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il va falloir que Scottie reste dans le collectif. Ça va être très important. Je pense qu'il est dans le bon environnement pour ça, mais ça va être une des clés. Si tu vois, au fil de la saison, il commence à avoir 2-3 gros matchs, ne pas en faire trop au match suivant. Si tu vois que tu es moins bien, voir un Scottie prendre 20 tirs, par exemple, alors que tu as les autres à côté qui attendent la balle, ça va être intéressant à voir si ça continue ainsi. Et ça rentre de nouveau dans cette histoire d'usage, de distribuer les tirs chez ces Raptors. Après, c'est une force et une faiblesse parce que tu sais que tu as 5 joueurs du 5 de départ qui ont scoré 15 points ou plus la saison dernière. Mais c'est comment contenter tout cela. Les Raptors ont été capables de le faire et de servir le joueur qui a la main chaude généralement. À voir si ça continue comme ça sur toute la saison. Je pense qu'on peut être optimiste parce que Nick Nurse gère bien son équipe, les joueurs ont une bonne mentalité, mais ça fait partie vraiment des problématiques de cette saison qu'il faudra suivre de très près. Allez, on enchaîne, on va passer maintenant aux joueurs de rotation et on va commencer avec celui qu'on attend peut-être le plus, Precious Achiuwa, qui a fait vraiment très belle impression sur la pré-saison. On a vu du progrès dans sa gestion des drives, dans le tir, c'est toujours bien. La défense, c'est toujours bien. Il a l'air d'adhérer à ce rôle de 6e homme. Est-ce que
c'est un candidat au titre de meilleur sixième homme de l'année, peut-être un candidat au titre de meilleure progression, ou est-ce qu'à terme, ce ne serait pas un titulaire en puissance? Alex? Tout dépend de la situation de Gary Trent Jr. Celle-ci, elle est chaude aussi. Tout dépend de la situation de Gary Trent Jr., puisque visiblement, Nick Nurse a l'air d'être convaincu et de repartir avec le même 5 de départ que la saison dernière. Donc, évidemment, sur une saison, tout peut arriver. Mais une chose est sûre, le jour où il y a le moindre absent dans le 5 majeur, c'est lui qui bascule directement pour prendre la place. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est clairement le sixième homme de l'équipe. C'est une certitude. Après, par rapport à ce qu'il a montré sur cette pré-saison, on est tous conquis, je pense. Effectivement, le début de saison dernière a été compliqué, mais il a progressé tout du long. Cette année, il n'a pas l'air de repartir en ayant régressé durant l'intersaison, je trouve. Physiquement, il a l'air d'être au même niveau. Il a toujours confiance en lui, en son shoot, en sa pénétration, en son physique, sa taille, et ça est quand même costaud comme gars. Donc non, il y a la route est toute tracée pour lui dans ce rôle de sixième homme, en tout cas cette saison. Cantonne-toi à ça. Quand tu rentres, tu déboîtes le pivot remplaçant adverse et puis tu te donnes toujours autant en défense. Tu ne fais pas les bêtises qu'il faisait en début de saison dernière à jouer avec des œillères, à remonter le ballon et à s'emplâtrer dans le défenseur adverse qui provoquait un passage en force 2 fois sur 3. Donc non, c'est probablement un des joueurs sur lequel je me pose le moins de questions de cet effectif. C'est fais juste la même chose que tu as fait l'année dernière avec encore plus de confiance et puis déroule, quoi. Ouais, Raph, tu es sur la même longueur d'onde, assez confiant par rapport à Precious Achiuwa. Oui, tout à fait. En fait, je rejoins absolument Alex sur tout ce qu'il a dit. Et il faut prendre en compte aussi que Achiuwa a dit qu'il a un peu connu un changement de mentalité au cours de l'été avec ses camps au Nigeria, par exemple. On le sent un peu plus mature, on le sent déjà un peu plus aguerri parce que là, il a trouvé sa niche, il a trouvé sa place dans l'NBA, il a trouvé une équipe qui croit en lui, qui veut l'aider à progresser, qui lui donne le temps pour le faire. Il est déjà le 6e joueur des Raptors, pratiquement un titulaire également, comme a dit Alex. Et je pense qu'on ne doit pas l'ignorer dans la course au titre de joueur le plus amélioré, quoique ce n'est pas non plus un joueur qui sera appelé à produire énormément sur le plan offensif. Donc, dans la mesure où généralement ce titre-là va à un joueur qui se démarque beaucoup sur le plan offensif, je pense que ça va être difficile, mais vraiment, si on s'accorde sur la contribution globale d'un joueur, sur sa polyvalence, sur le fait qu'il est capable autant de produire en attaque qu'en défense. Dans ce cas-là, oui, Achiuwa, vraiment, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser sur ce qu'il peut amener si seulement il peut être constant et prendre de meilleures décisions qu'il en prenait l'année dernière. Parce que quand il a défendu comme Embiid, contre Embiid, par exemple, en série, on a vu là, par contre, un potentiel aussi de défenseur qui n'était peut-être pas présent jusqu'à présent. Ouais, ses capacités à défendre sur tous les postes aussi, c'était assez impressionnant de le voir switcher sur James Harden. Il a très, très bien défendu contre lui. Pour répondre à la question, je pense que tu as souligné le fait que ce n'est pas peut-être un joueur qui va produire autant que ça au scoring et ça peut jouer sur le MIP et aussi sur le 6e homme parce que le 6e homme, souvent, c'est un joueur qui a plus de 15 points. Est-ce qu'on peut avoir 6 joueurs dans l'effectif à plus de 15 points par match? Ça me semble compliqué pour lui d'aller chercher ce titre-là. Après, on verra, ça va dépendre de son impact. Mais en tout cas, on est vraiment confiant par rapport à Achiuwa et de le voir continuer à progresser. Et comme vous l'avez dit, ouais, vas-y. À voir s'il ne fait pas partie régulièrement du 5 qui termine les matchs serrés. Ouais, ça peut l'aider. Ça peut être dans le genre de dossier. Il n'est pas titulaire au début de match. Par contre, quand il faut finir et éviter une prolongation ou justement terminer un match qui est allé en prolongation, il est sur le parquet et puis il fait du bien, quoi. Ouais, parce qu'on l'a vu l'année dernière dans le match 6, notamment contre les Sixers. Les Sixers avaient vraiment target Gary Trent Jr. et il en avait pris plein la tête par James Harden. Et on peut imaginer que si le score est serré et qu'il y a besoin d'une grosse défense, Precious Achiuwa puisse prendre la place de Gary Trent. On va enchaîner avec Chris Boucher. Chris Boucher, ça va être rapide parce que la question, c'est il a trouvé son rôle l'année dernière. Est-ce que vous pensez qu'il peut en apporter plus offensivement ou est-ce qu'on va avoir un Chris Boucher sur la même lignée? Raph? On ne verra pas plus de Chris Boucher parce qu'il sait exactement ce qu'il doit apporter. Il n'en fera pas moins non plus.
C'est une équipe qui a plus de profondeur aussi cette année, donc il n'est plus le 6e homme, il est le 7e, 8e cette année. Il a compris son rôle de vétéran aussi. J'ai senti en lui parlant au camp d'entraînement, par exemple, que c'est un Chris Boucher qui est en paix avec son rôle, qui a fait son deuil aussi des rêves de gamins qui veulent entrer dans la NBA, d'être le meilleur marqueur de son équipe. Il sait pourquoi il est payé, il sait ce qu'il doit faire sur le terrain, et s'il peut éviter les blessures comme c'est le cas en ce moment, ça va très bien aller pour Chris Boucher. On ne le verra pas faire plus offensivement, mais on va le voir faire ses matchs de fou une fois de temps en temps avec 30 points parce qu'il y a des blessés, parce qu'il le sent ce soir-là, qu'il peut en faire 35 puis rappeler à tout le monde que c'est un bon joueur. Mais sinon, il connaît sa place et il sait qu'il n'a pas à déborder de tout ça non plus. Ouais, totalement d'accord, Alex. Toi aussi, je pense. Oui, pareil, hein, s'il arrive à nous sortir ces 10, 12, 15 maximum, 15 points, 10 rebonds en une quinzaine de minutes par match, tu rajoutes à ça 2 contres, et puis s'il arrive à sanctionner quand ta défense le laisse tout seul à 3 points avec son shoot si particulier, voilà, il fait une très bonne saison et c'est de ça dont les Raptors ont besoin. Donc, s'il est en paix avec ça et qu'il ne demande pas particulièrement à en faire plus à partir du moment où c'est ce qui contribue le mieux à la réussite de l'équipe, c'est tout bon pour tout le monde. Et il faut préciser, hein, Chris Boucher, le plus gros enjeu qu'il a avec lui, c'est la constance. Il est capable de faire des beaux matchs, disons à 15 points, comme tu le dis, Alex, mais c'est de limiter les matchs où il y aura 8-10 minutes sur le terrain et fera 2 points. Et ces matchs où ces carences en défense ne doivent absolument pas exister et pourtant, il n'est pas capable de se défaire de ce qui l'habite cette soirée-là. C'est vraiment ce qu'a rappelé Nick Nurse aussi pendant le camp d'entraînement. C'est le plus gros enjeu pour Chris Boucher. Il a 29 ans, un contrat garanti pour 3 années. Lui aussi pourrait faire partie d'un échange si on doit vraiment boucler une grosse transaction. Alors, il doit trouver la constance. Ce n'est pas forcément d'élever son plafond, c'est de maintenir son plancher, de l'élever même un peu, plutôt que de laisser ses creux de mi-saison, par exemple. Très belle conclusion. On va enchaîner avec autoporteur. Ça va être une question rapide aussi parce que je pense on va pouvoir la balayer d'un revers. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut avoir des petits doutes? Il a été blessé pendant toute la pré-saison. Il a fait une bonne saison avec les Warriors qui s'est terminée sur un titre. Mais les Warriors, c'est un tel collectif que ça fait briller un peu tout le monde. Avant cela, ce n'était pas super autoporteur, hein. Moi, je n'ai pas des souvenirs exceptionnels de lui. Est-ce qu'il y a un petit doute sur lui? Est-ce que ça peut être un flop ou non, il y a des certitudes au final? Alex? Tout dépend de ce qu'on attend de lui. Il n'est pas arrivé pour changer le visage de la franchise, donc le risque n'est pas extraordinaire. C'est pas, je sais pas. Je t'avoue que je suis assez. J'espérais le voir en pré-saison parce que j'avoue que j'ai pas vraiment regardé ce qu'il a fait. Donc, quand la signature a été annoncée, je dis oui, ok, d'accord, pourquoi pas. Et puis, attendons de voir ce que ça donne sur le terrain. Donc, laissons-lui déjà le temps de s'acclimater, puisqu'il n'a pas joué encore. Donc, laissons-lui le temps de s'intégrer, d'avoir les systèmes en tête et de trouver de la complémentarité avec ses nouveaux coéquipiers. De là à dire que ce sera un flop, c'est quoi? C'est une Aaron Baines durant la saison à Tampa? Il n'y a pas trop de risques. Je ne pense pas qu'il aura un rôle aussi important qu'elle avait Aaron Baines à ce moment-là. Je ne sais pas. Honnêtement, je suis assez sceptique aussi dessus, mais pas tellement dans la crainte que ce soit un flop, mais dans la crainte que ce soit dans 2 ans. Ah oui, c'est vrai qu'il était là, lui, dans l'effectif. D'accord, ok. Qui passe inaperçu, en fait. Donc, je ne sais pas. Même s'il passe inaperçu, Raph, il a quand même un rôle qui a été souligné lors du camp d'entraînement de mentor. On l'a aussi recruté pour son expérience. Il faut noter déjà qu'il ne gagne que 6 millions de dollars, 2 millions de moins que Thad Young, qui est là pratiquement que pour son expérience et quelques minutes en fin de match, ou en 3e quart, par exemple. Pour Otto Porter, c'est son expérience de championnat qui est intéressante pour les Raptors. C'est d'apprendre à Scottie, par exemple, ce que c'est d'être un gagnant dans la NBA, ce que c'est d'être constant aussi. Il a ses propres défis, mais pour le nombre de minutes qu'il va avoir cette saison, on parle quand même du 8 ou 9e joueur des Raptors, celui qui vient compléter la rotation assurée des Raptors. Il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. On a payé pour ce qu'il va occuper comme rôle. Il ne faut pas en attendre plus de lui. S'il est surpassé, par contre,
par Delano Benton, par Justin Champagny dans la hiérarchie, on pourra dire que c'est un peu plus décevant, mais de là à dire un flop, non, le mot est trop fort pour les attentes si basses qu'il y a en placé en lui. Je suis d'accord, c'était juste pour susciter la polémique qui n'a pas lieu d'être de toute façon. Parfait, parfait, bonne réponse, j'ai rien à ajouter. Rapidement également sur Tadiang, est-ce qu'on peut espérer une meilleure saison que l'année dernière maintenant qu'il est bien acclimaté? Il en a aussi beaucoup parlé dans les conférences de presse que maintenant il connaît bien le jeu des Raptors et qu'on peut s'attendre à une utilisation optimale de sa part. Très rapidement, Alex, qu'est-ce que tu penses qu'on va avoir un meilleur Tadiang cette année? C'est tout ce qu'on peut espérer. Après, il a déjà fait beaucoup de bien l'année dernière dès son arrivée. Donc, j'ai pas non plus. Tu me diras dès son arrivée. C'est vrai qu'on l'a échangé contre un Goran Dragic qui a posé le pied seulement quelques minutes sur le parquet. Donc, effectivement, c'était tout de suite mieux. Mais non, s'il est meilleur que l'année dernière, c'est très bien. S'il fait aussi bien, ce sera déjà aussi très bien. Parce que c'est pas non plus sur son amélioration qu'on mise par rapport à la progression. Enfin, je veux dire, si on raisonne froidement, on se dit, OK, l'effectif par rapport à la saison dernière, il n'a pas des matchs changés. Donc, qu'est-ce qu'on peut envisager comme amélioration? Un Van Vliet en forme sur toute la saison. Un Siakam qui est là dès le début. Un Scottie Barnes en année 2. Potentiellement Banton qui a pris de la confiance et de l'expérience, ça on en parlera, mais moi je mise beaucoup sur lui. Achiuwa pareil, enfin, c'est pas la progression de Tadeusz Young ou la meilleure saison de Tadeusz Young qui est le point culminant, le point critique de la saison de Toronto. Maintenant, si oui, il fait une meilleure saison, c'est sûr que ça va être un bénéfice énorme pour toute l'équipe, puisque si lui est meilleur, les autres vont vouloir être meilleurs aussi, parce qu'il va y avoir une lutte pour des minutes. Donc, plus l'ensemble des joueurs est bon, plus il va y avoir de la concurrence et plus ça va être intéressant. Ouais, parfait. Alex, ça a été très complet. Raphaël, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, sinon je passe. Moi, je vais simplement porter attention à ses conseils, à son rôle un peu d'enseignant auprès de OG Anunoby. Il était apparemment très près de lui l'année dernière. Semblait justement pouvoir lui porter conseil dans son rôle, dans sa gestion de sa frustration avec les blessures, par exemple. Je le vois comme un enseignant, un professeur, de par ses 34 ans, toute l'expérience qu'il a. Je ne le vois pas comme un joueur qui va énormément contribuer sur le terrain. Quoique je n'ai pas haï ce que j'ai vu de lui l'année dernière. C'est simplement qu'il est trop loin dans la rotation pour avoir une contribution dont on peut vraiment juger. Pour moi, s'il apporte ce qu'il avait apporté l'année dernière, voire un tout petit peu mieux, ce sera entièrement satisfaisant. Ouais, tu as raison de souligner ce rôle d'enseignant et on a vu aussi, dès qu'il est arrivé, la confiance qu'il a donnée à Precious Achiuwa parce que l'amélioration de l'adresse de Precious Achiuwa, ça arrive pile quand Tadeusz Young est arrivé, donc je pense qu'il n'y est pas étranger. On finit avec la question du remplaçant au poste de meneur. Lequel de ces trois peut faire souffler FVV, Alex? Moi, je suis à fond dans le cas de Banton, de toute façon. Depuis le début, depuis ses premières minutes sur le parquet, j'ai dit, mais ce mec-là est trop bizarre, trop désarticulaire. J'ai un peu moins cette impression-là sur la pré-saison. J'ai l'impression qu'il a pris un peu plus en masse musculaire et que donc il est il fait moins, comment dirais-je, moins maigrichon. Mais il a quelque chose, il a une confiance, il a une longueur qui lui permettent et une explosivité en même temps. Il y a ce combo-là qui est assez particulier. Donc, je pense qu'il a ce côté OK, on a un meneur qui est différent du profil de Van Vliet, contrairement à Malachi Flynn qui s'en rapproche de par la taille et le style de jeu. Donc, on a une autre corde à notre arc avec Banton. Maintenant, il va falloir confirmer dès le début de la saison. On va commencer à parler de saison NBA, pas de Summer League, pas de G League, pas de pré-saison. On est sur une saison NBA, donc avec ses codes, avec son fonctionnement, sa longueur aussi. Il va falloir être efficace tout du long. Là, pour l'instant, il a l'air d'être au sommet de la vague. Attention aussi à ce qui va se passer quand la vague va se calmer, quand il va y avoir la première petite douleur, la première petite difficulté. Il va falloir être efficace. Mais moi, je pense qu'il a une vraie carte à jouer pour devenir le backup de Van Vliet, surtout si Malachi Flynn ne démarre pas pied au plancher, parce que la dynamique, elle est quand même relativement opposée. Malachi Flynn a connu un petit coup d'arrêt là, en fin de pré-saison. Lui, il est, comme je disais, en haut de la vague, quoi. Donc, tant qu'il n'y a rien qui l'arrête,
il va pas jouer avec le frein à main, lui non plus. Hein. S'il peut gagner des minutes, il va y aller. Tout à fait. Et en plus, il rentre parfaitement dans la vision 6-8-6-9. Il permet d'avoir un meneur dans la même taille que les autres. Donc, c'est très intéressant. Après, à voir s'il peut prendre des minutes sur d'autres postes aussi. On l'a vu, hein, Nick Nurse ne le fait pas seulement jouer meneur de jeu. En tout cas, il est très intéressant. Il a vraiment beaucoup progressé dans sa gestion. Je trouve il a peu perdu de balles lors de la pré-saison. Donc, ça, c'est vraiment un point positif. Raph, est-ce que tu penses que vraiment la blessure de Malachi Flynn, là, ça lui met vraiment un vrai coup derrière la tête parce il était lui aussi sur une bonne dynamique. Il avait fait un excellent été, mais malheureusement, il n'y a pas de temps d'être absent dans cette équipe des Raptors. Ouais, j'ai pas senti qu'il a gagné sa place comme digne successeur de Fred. En fait, je pense que Delano Benton va être le meilleur choix de ce repêchage-là pour les Raptors au final. Malachi Flynn, franchement, c'est vraiment pas tout ça. Et Delano remplit un peu le profil justement du meneur d'un grand 5 partant ou d'un grand 5 avec un meneur à 6 pieds 7 avec des joueurs de grande taille aussi dans cet esprit de perturbateur de la vision 6-8, 6-9 des Raptors. Il s'inscrit parfaitement là-dedans. Mais je pense que pour suppléer Fred VanVleet, dans la majorité des minutes qui seront à prendre, il faudra absolument regarder Scottie Barnes. Il s'est dit lui-même qu'il pouvait être meneur de jeu. Est-ce qu'il l'est vraiment? C'est à voir, mais si on est prêt à mettre Delano Benton au poste de meneur pour remplacer VanVleet, il faut absolument considérer Scottie Barnes et c'est un joueur qui a un plafond, un potentiel beaucoup plus élevé, qui est déjà intégré parmi le 5 titulaire des Raptors. Et si on peut introduire Precious Achiuwa en plus là-dedans, je pense que ce 5-là a beaucoup plus de chances de réussir qu'un 5 mené par Benton alors que VanVleet est en retrait. Franchement, Malachi Flynn, honnêtement, mes attentes sont si basses cette année qu'il est pratiquement assuré de les surpasser. Et je pense qu'il ne faut pas s'attendre à le revoir avec l'équipe l'année prochaine, honnêtement. Au moins, la vie est tranchée. Je les ai fait apparaître, Scottie Barnes et Pascal Siakam, qui ont été la saison dernière les vraies options de Nick Nurse en fait en poste de meneur remplaçant. Ils ont très souvent pris le relais avec des combinaisons différentes en sortie de banc. Quand Fred VanVleet rejoint le banc, Siakam reste ou Barnes reste et c'est lui qui mène le jeu. Donc pour l'instant, c'est eux qui sont en pole position en réalité pour être ce meneur remplaçant entre guillemets. Après, avoir Nick Nurse, il va falloir qu'il les ménage aussi parce qu'eux aussi faisaient partie des joueurs qui ont eu le plus de minutes la saison dernière. On n'a pas parlé de Jeff Doughty, moi je l'ai beaucoup aimé, mais je pense que ça va être compliqué pour lui. Mais à voir s'il y a des blessures, il peut se faire un petit trou, mais ça va être compliqué parce qu'il y a vraiment énormément de profondeur cette année dans le banc. On va surveiller, il est en two-way, donc on va surveiller ce qu'il va faire avec les 905 qui ont annoncé leur effectif. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil aux 905 cette année, ça va être vraiment très très intéressant. On va terminer ce quart-temps avec les autres. Est-ce qu'ils vont avoir du temps de jeu, ceux-là là? Kem Birch, Hernan Gomez, Christian Coloco, Champagny, Ron Harper Jr., qui n'en a même pas eu beaucoup en pré-saison. Qui est-ce qui peut se démarquer là-dedans, Raph? Franchement, Kem Birch, c'est celui qu'on oublie toujours, je pense, quand on pense au complément de la rotation. Et j'ai un peu de mal à imaginer, en fait, ça va être quoi son rôle cette année. Parce qu'il est nouveau, Juancho est intéressant. J'ai hâte de voir en fait ce qu'il peut amener sur le terrain parce que ce n'est pas un joueur que je connaissais beaucoup avant son rôle dans le film d'Adam Sandler. Alors, je suis curieux de le découvrir, si vous voulez, cette saison. Je ne l'ai pas vraiment observé pendant la pré-saison. Je sais que Nick Nurse l'a bien aimé. Après, ce n'est pas Bo Cruz non plus. Ce n'est pas un joueur qui peut vraiment changer la donne. Le joueur parmi les 5 qu'il y a là qui m'intéresse le plus, c'est évidemment Coloco parce que, bon, il est très jeune, il a besoin de faire ses premières armes dans la NBA, mais Fred VanVleet l'a aimé à ce point-là et on l'a tellement vu bien faire pendant la pré-saison que pour moi, ça peut être le joueur qui va le plus surprendre cette année par son rôle, par sa taille. J'ai hâte de voir comment il va se démarquer, mais Nick Nurse a rappelé encore hier qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu avec les 905. Vaut mieux voir là-bas
25-30 minutes de jeu qu'en avoir 6 ou 8 avec les Raptors. Il a raison. C'est un joueur d'avenir pour les Raptors et peut-être qu'on va vouloir investir notre temps avec lui pour l'avenir plutôt que de le presser dans un rôle qui n'était pas existant chez les Raptors jusqu'à présent, celui de centre de 7 pieds et plus. Alex, ton avis sur les temps de jeu de ces 5 derniers joueurs de l'effectif? Bon, tout a été dit. J'ajouterais juste que s'il y en a un qui a potentiellement une carte à jouer, c'est Juancho avec sa potentielle adresse à 3 points. S'il arrive à avoir ce shoot-là, cette fiabilité-là derrière l'arc, c'est là où il va gagner des minutes, c'est sûr. Par rapport à sa différence de profil avec les autres, avec les autoporteurs, avec les Thad Young, avec potentiellement même Justin Champagny ou même Khem Birch là, qu'on voit sur l'image. Si lui arrive à avoir ce shoot à 3 points, il va être une arme très intéressante et Nick Nurse va s'en servir, c'est une évidence. Mais sinon, non, effectivement, ces 5-là vont être là pour faire le nombre sur le banc et dépanner en cas de blessure. C'est certain que si Juancho peut tirer comme il l'a fait à l'Eurobasket cet été, il va surpasser Otto Porter, il va repasser Thad Young, il va franchement se mettre peut-être même devant Chris Boucher, en tout cas pour le plan offensif, alors que Boucher sera plus en défense. On va parler ici d'un joueur numéro 7, numéro 8 pour les Raptors là, assez rapidement. Ah bah, donnez-moi Juancho de France-Espagne et là, moi, je lui donne 25 minutes par match, c'est sûr. On n'en est pas là. Faut dire à toutes les équipes de NBA de jouer en bleu, puis c'est bon. Hein. C'est que comme les taureaux, les rouges, ça les énerve. Bah, lui, c'est le bleu, c'est ça. Très bien, très bien. Bon, moi, je vais juste ajouter que c'est vrai que Khem Birch, j'ai l'impression qu'il est sous-estimé. Je pense qu'il aura quand même du temps de jeu, surtout contre les équipes avec un pivot un peu plus massif, parce que c'est quand même le plus costaud de nos intérieurs. Et Koloko, j'ai hâte de voir. J'ai été très agréablement surpris par sa progression sur la pré-saison par rapport à ce que j'avais vu en Summer League. Je l'ai trouvé vraiment à l'aise dans son rôle. Il m'a impressionné par sa mobilité, pour sa taille. C'est vraiment ce que les Raptors ont besoin en fait pour l'avenir, parce qu'on peut voir déjà qu'il est capable de switcher sur plus petit. Je ne dis pas qu'il va tenir des meneurs de jeu, mais en tout cas des ailiers, des arrières de grande taille, des intérieurs. Maintenant, il va falloir voir ce que ça va donner. J'ai hâte de le voir, ne serait-ce que quelques minutes face à des Embiid, face à des Jokic. Est-ce qu'il est capable de tenir? Est-ce qu'il est capable de les gêner? Ou est-ce qu'il va se faire marcher dessus comme la plupart des grands dans la ligue de toute façon, hein. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Mais comme vous l'avez dit, il ne va pas y avoir beaucoup de temps de jeu pour cela, sauf si vraiment il step up de manière inattendue. Donc, Juancho à 3 points, Khem Birch qui retrouve le meilleur de son niveau et Koloko qui nous surprend à progresser vraiment très vite. Les deux autres, on va regarder du côté des 905, je pense, il n'y a pas vraiment de question là-dessus. On va enchaîner parce que le temps avance rapidement. On va regarder le calendrier du premier quart de la saison. Les choses sérieuses commencent. Et le mois d'octobre, mes amis, c'est quelque chose. 7 matchs, 4 à domicile, Cleveland, Philly 2 fois, Atlanta, 3 à l'extérieur, Brooklyn, Miami 2 fois, et tout simplement 7 matchs contre des adversaires directs. 7 matchs contre des équipes du top 7, top 8 et 2, 3, 4 dans le top 4. Donc, très compliqué. Comment vous voyez ce mois d'octobre? Raphaël, comment tu vois ce mois d'octobre? Je trouve en fait très intéressant le calendrier. Je ne sais pas qui l'a fait à la NBA, mais bien joué parce que Brooklyn, Miami, Philadelphie, pour moi, ce sont les équipes avec lesquelles les Raptors vont rivaliser au classement dans l'Est. L'objectif serait d'en surpasser une parmi celles-là. Je ne sais pas si ce sera forcément possible. Les Raptors regardent peut-être une 5e place dans l'Est cette année avec un retour à 50 victoires au global. Il y a les Cavaliers d'entrée de jeu qui, je pense qu'on n'aura pas forcément la mesure de l'affrontement Cleveland-Toronto plus tard dans la saison à ce point-là parce que Mitchell, on ne sait pas à quel point il sera intégré à ce 5-là. On ne sait pas forcément si cette équipe a déjà trouvé son identité avec l'addition de nouveaux joueurs, mais c'est une équipe qui peut surprendre dans l'Est et je pense que les Raptors doivent se tenir au-delà d'eux autres dans le classement. Brooklyn, il y a plein de points d'interrogation encore une fois sur Durant et Kyrie et compagnie.
avec Ben Simmons en plus. Et puis Philadelphie, on va se faire plaisir avec des retrouvailles après les dernières séries. Je pense que les Raptors auront intérêt à gagner ces matchs-là simplement pour leur honneur, leur ego. Alors, ça va être un bon début de saison avec une bonne mesure d'emblée sur ce que cette équipe-là va être en mesure de faire pendant la prochaine année. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Alex. C'est un début de mois, début de saison test, en fait. Là, on va savoir est-ce que les Raptors sont capables d'être au niveau de ces équipes-là, même si, comme l'a dit Raph, ces équipes-là ne seront pas forcément en pleine carburation. Les Raptors non plus, même si on a dit qu'ils partent avec peut-être une longueur d'avance sur la continuité. Mais bon, ça va quand même être corsé. Qu'est-ce que tu en penses? J'espère qu'ils ont tous bien mis leur réveil pour le 19 octobre parce qu'il ne va pas falloir louper le départ. Là, il faut démarrer pied au plancher tout de suite. Oui, effectivement, toutes les équipes ne seront pas au maximum de leur capacité dès le début. On le sait, tous les ans, c'est la même chose. Toronto peut avoir la certitude d'être l'équipe qui a l'effectif qui a le moins bougé de toute la ligue. Donc, effectivement, ça aide à préparer une saison. Maintenant, faut être aussi honnête là-dessus. On n'a pas les superstars qu'ont toutes les équipes en face. Même si on a un effectif très solide, il va falloir être efficace, savoir jouer sur nos forces, se servir du public aussi, puisque le début de saison dernière, il me semble qu'on jouait sans public en début de saison dernière, non? Ou c'est plus tard que ça a été C'est plus tard. Non, c'est plus tard que c'est arrivé. L'ouverture contre Washington, il y avait le public, mais il n'y avait pas les joueurs. D'accord. Okay. Ouais. Donc en fait, voilà, il va falloir être efficace à domicile. On a l'avantage d'en jouer plus à domicile. Je pense notamment à la double confrontation contre Philadelphie. Si on peut envoyer un message tout de suite et les embêter chez nous, ça peut être intéressant. Cleveland et Atlanta, c'est pareil, c'est des effectifs qui ont bougé. L'arrivée de Donovan Mitchell à Cleveland, l'arrivée de Dejounte Murray à Atlanta. On ne sait pas trop comment ça va se situer. Brooklyn, après toute l'intersaison très perturbée, les déclarations de KD, les déclarations des propriétaires, la controverse Steve Nash, on ne sait pas trop comment ça va se situer. Tout ça va falloir prendre aussi avec des pincettes. Si jamais ça se passe mal, il faudra conserver en tête que ce sont des équipes qui visent les playoffs. Ce n'est pas comme si on démarrait Détroit, Indiana, San Antonio et Houston et puis qu'on terminait en 0-4, quoi. Là, on n'est pas sur le même niveau de difficulté, sans manquer de respect aux équipes mentionnées. Donc, il va falloir jouer très sérieusement dès le début, mais il y a moyen de gérer ce début de calendrier d'une manière positive, on va dire. Très bien. Le bilan du mois d'octobre, je vous donne le mien. Je pense qu'il va être important et c'est intéressant cette année, la NBA, pour réduire les déplacements, a beaucoup mis de 2 matchs à la suite contre les mêmes équipes, des mini-séries. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a toujours moyen de s'adapter. Je pense que les Raptors, s'ils ont bien un point fort, c'est qu'ils sont capables de s'adapter. Donc, ce genre de mini-série, tu peux en prendre 1 sur 2. Donc, pour moi, il va falloir en prendre 1 sur 2 contre Miami au minimum, 1 sur 2 contre Philly au minimum. Profiter éventuellement peut-être de Brooklyn qui ne sera pas encore bien en place avec Ben Simmons et compagnie. Et après, au moins en prendre 1 sur 2 contre Cleveland et Atlanta. Donc, moi, je partirais sur un 4-3 ou 3-4. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Quel est ton prono? Pareil, il faut en prendre au moins 3. Je dirais potentiellement en gagner un à Miami. Le deuxième, par exemple, si jamais il y a un gros match à Brooklyn le 21, derrière, il y a le back-to-back avec le trajet pour aller jusqu'à Miami. Le premier match contre Miami, si on n'est pas non plus à 250%, je pourrais éventuellement le comprendre. Donc, se rattraper sur le deuxième potentiellement, en gagner un des deux à Philadelphie. Donc, oui, je dirais un 4-3. Allez, si on est optimiste, on gagne 3 matchs à domicile et on en prend un à Miami. Ok, Raph? Moi, je vais sur un 3-4 parce que, Philadelphie, il y a un match à gagner pour l'honneur, mais je pense que les Sixers vont vouloir rappeler que c'est une équipe qui doit dominer encore cette année avec un Harden qui semble beaucoup plus déterminé. Miami, c'est une équipe qui a des grandes prétentions, un peu le même dossier avec un back-to-back. Moi, je pars avec un 3-4. Je mets les attentes plus basses par peur d'être déçu. Avec 2 matchs, deux scénarios back-to-back, Miami, Philadelphie, il y a un match à gagner de chaque part, mais les équipes qui ont des plus grandes prétentions que les Raptors vont vouloir leur rappeler vraiment
c'est kilomètres à la maison. Pour Brooklyn, c'est un match que je crois que les Raptors peuvent gagner. Après, le fait qu'ils connaissent leur identité, qu'ils savent comment défendre sauce Raptors, ça va leur faire du bien contre Kevin Durant. Ça reste à voir après ça quelle est l'entente entre Durant, Kyrie et Ben Simmons, qui va vraiment être capable de se démarquer. Cleveland, je pense que c'est un match à gagner d'entrée de jeu, pas simplement pour partir sur des bonnes bases, mais parce que Cleveland, encore une fois, comme j'expliquais, c'est pas une équipe qui sait forcément comment jouer ensemble avec Donovan Mitchell en pointe et Darius Garland. Donc, je pense qu'un 3-4 de base, ce sera bien. Mais avec Atlanta, pour conclure le mois, oui, ça reste possible de gagner 4, voire 5 de ces 7 matchs-là. Mais à partir de 5 victoires, je pense qu'on est dans un scénario très optimiste. Mm-hmm. Si on en prend 5, on pourra vraiment être satisfait de ce mois d'octobre, mais 4, même 3, vu la difficulté, et moi je vous suis, je pense que ce sera déjà très bien. On va jeter un petit coup d'œil au mois de novembre maintenant. À voir dans le contenu après, là on résume froidement, mais il faudra voir dans le contenu aussi. S'il y a un 3-4, mais tu perds 2 matchs en prolongation, bon. C'est ça. Déjà un peu moins douloureux. Si tu te prends des blowouts, un match sur 2, là, ça sera différent. Le mois de novembre, 14 matchs au mois de novembre, seulement 6 à domicile. Et je me rappelle que quand j'ai fait le diapositive, j'avais le modèle de l'année dernière. Et la NBA aime bien nous envoyer à l'extérieur au mois de novembre. C'était 10 matchs la saison dernière à l'extérieur. Donc 6 à domicile, 8 à l'extérieur. À domicile, on continue avec des clients. Chicago, Miami, Brooklyn, Dallas, Cleveland, tout ça, c'est du haut de conférence, à l'est comme à l'ouest. En revanche, on va se reposer, entre guillemets, à l'extérieur, mais justement, ce sera des matchs à ne pas rater. Il ne faudra pas se manquer à San Antonio, Houston, OKC, Indiana et Détroit, avec surtout Houston, Oklahoma City, Indiana et Détroit, les 4 à la suite. Et ensuite, Atlanta, de nouveau, et New Orleans pour terminer. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je pense que les Raptors doivent gagner des matchs dans le milieu du mois ou à partir de la confrontation contre Chicago parce qu'ils vont se prendre une claque en fin de mois. Brooklyn, Dallas, Cleveland qui aura peut-être enfin compris comment jouer ensemble et Zion qui semble être de retour à sa forme dominante, ce sera vraiment pas facile. Alors, je cible vraiment une séquence peut-être de 5 victoires entre Houston et Atlanta. Peut-être une défaite à Miami, mais il y a des matchs vraiment là-dedans à ne pas échapper. Houston, OKC, Indiana, Détroit. Quoique Détroit, ça a toujours été difficile pour les Raptors. Il faut absolument une séquence de victoires-là, sinon on part sur un dossier qui sera assurément négatif. Chicago, toujours démarre. Dallas, bon, avec Luka, c'est ce qu'on connaît. San Antonio, une équipe qui est très jeune, qui pourrait être aisément battue par Toronto, selon moi, mais ce ne sera pas facile. C'est un mois qui va éprouver. Il va falloir s'assurer d'être constant dans ce mois-là. Et je pense que ça va leur permettre d'arriver avec un dossier qui sera un peu négatif, mais pratiquement kiff-kiff s'ils sont en mesure de gagner Houston, OKC, Indiana, Détroit et Atlanta. Ça va être l'un des enjeux parce qu'on se rappelle que la saison dernière, ce qui fait que le bilan des Raptors est ce qu'il est, c'est que les Raptors n'ont pas forcément battu les équipes qui étaient à leur portée. 2 défaites contre Portland, qui n'était pas une bonne équipe l'année dernière. 3 défaites contre Détroit. On en a laissé passer contre Oklahoma City. Alex, est-ce que ce n'est pas l'enjeu de cette année de trouver de la régularité contre les équipes supposées moins fortes? C'est faire respecter son rang, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire à tort et à travers, à gauche et à droite, que Toronto vise le top 6 de la conférence Est comme la saison dernière. Il faut battre les équipes qui visent la draft. Il faut battre les équipes comme Houston, il faut battre les équipes comme OKC, il faut battre Détroit. Détroit, ça fait combien d'années qu'on n'a pas gagné à Détroit ou que Détroit vient gagner à Toronto? Ça devient presque une blague, donc il va falloir faire respecter son rang. Dans les confrontations un peu plus équilibrées, si j'ose dire, je mettrai en lumière la double confrontation contre Dallas. Parce que l'effectif de Dallas a pas mal changé aussi. Je rappelle l'arrivée de Christian Wood, le départ de Jalen Brunson à New York.
Il faut voir comment l'effectif s'est ajusté. Donc, s'il y a moyen d'en prendre un, voire deux, ce sera tout de suite très positif. Après, voilà, comme Raphaël l'a dit, on ne sait pas trop ce que va valoir New Orleans avec le retour de Zion. Est-ce qu'il sera encore là déjà? On peut se poser la question, est-ce qu'il sera encore là fin novembre? Est-ce qu'il ne se sera pas reblessé d'ici là? On ne sait pas. Donc, c'est compliqué d'envisager ça. Mais c'est vrai qu'il y a moyen quand même, par rapport au mois d'octobre qui était très relevé, là, tout de suite, au mois de novembre, on a des affiches déjà où on se dit, OK, celle-ci, il faut la win, c'est obligatoire. Enfin, il y a des matchs où on se dit, OK, Toronto est favori. Et il faudra le prouver. Il faudra le prouver. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Quel est pour vous le bilan sur ce mois de novembre et du coup le bilan après 21 matchs? Allez, je me lance. Je pense qu'on se rapproche de l'équilibre, comme l'a dit Raphaël, en fait. J'espère que si c'est au-dessus, tant mieux, mais qu'on soit déjà autour de 10, 11 victoires sur 21 matchs, ce qui signifierait en avoir pris quasiment la moitié. Va falloir faire le plein sur les matchs contre les petites équipes, enfin les petites équipes entre guillemets, mais sur les équipes supposées moins fortes. Et après, toujours cette histoire de double confrontation, au moins en prendre un contre Chicago, en prendre un contre Dallas. Après, il faudra voir contre Miami, à Atlanta, ça va être compliqué. Brooklyn, comment ils seront à ce moment-là de la saison? Beaucoup d'interrogations. C'est vrai que c'est difficile toujours de faire des prédictions de toute façon. Surtout des prédictions sur un nombre de victoires, je trouve ça en fait vraiment dur. Mais voilà, c'est juste pour un peu se mouiller et pour dans 2 mois regarder ça et peut-être en rire en se disant bon, on était complètement à côté de la plaque ou en se disant ah bah non, en fait au final on était pas mal. Attendez, il y a le truc qui s'est arrêté, je vais le remettre. Alex, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses sur le bilan? Oui, bah pareil, hein, quelque chose aux environs des 10-12 victoires serait, j'ai presque envie de dire un minimum en fait, parce que c'est pas en étant avec un bilan à l'équilibre en fin de saison qu'on sera dans le top 6 à l'Est. Hein. Faut être aussi honnête là-dessus. Donc, si on veut partir avec de la confiance et pas être obligé de rattraper en fin de saison et donc de carburer pour éviter le play-in potentiellement ou ce genre de truc, il faut prendre les victoires dès le début de saison parce que tout ce qui est pris ne sera plus à prendre au mois de février, de mars. Donc oui, je dirais qu'il faut viser le 12 victoires minimum. Pareil que Alex, moi je vois les Raptors avec 13 victoires à la fin du mois de novembre. Et ça, c'est en espérant que Fred VanVleet soit à 100% tout au long de cette période-là, qu'on n'abuse pas de son temps de jeu comme de Siakam aussi, et qu'on n'ait pas à aller chercher 13 victoires au risque de perdre Barnes, par exemple, qui serait déjà diminué, qui tentera assurément d'en faire un peu plus pour se rattraper. Il ne faut pas le perdre pour tout le mois de décembre, par exemple. Ça pourrait vraiment avoir des conséquences importantes sur la saison. Je sais que Wembanyama est intéressant, mais ça va prendre beaucoup plus que la perte de Barnes en décembre, par exemple, pour que les Raptors aient vraiment à rejoindre les Pacers et les Pistons de Détroit, par exemple, dans les bas-fonds du classement ou OKC surtout. Alors, de ce côté-là, vraiment, les Raptors ont intérêt à très bien faire sur le début de la saison, mais je pense qu'on ne pourra pas voir de grandes séquences de victoires non plus. On va aller chercher les victoires à la pièce au cours de ces 2 premiers mois d'activité de la saison. Eh bien, pour une fois, c'est moi qui suis le moins optimiste, mais vous m'avez convaincu. C'est vrai que si ces Raptors veulent prétendre au haut de la conférence, il va falloir démarrer fort et on a cessé de le rappeler qu'ils sont dans la continuité de la saison dernière. Il va falloir le prouver tout simplement et pas avoir un temps d'allumage trop long. Il va falloir démarrer pied au plancher et c'est tout ce qu'on peut espérer. Bon, allez, moi je pars sur, j'ai dit 11. Il faudra être constant. Faudra être constant aussi parce que tu vois, si jamais tu arrives à gagner à Chicago, par exemple, et que 2 jours après, tu prends le match contre Houston un peu par-dessus la jambe et tu te fais éclater, tu te dis, bon, c'est frustrant. Ou à l'inverse, tu prends Détroit un peu à la légère, encore une fois, tu perds, puis derrière, à domicile, tu te rattrapes, et Miami, tu sens bien que, non, en fait, Toronto à domicile, c'est une forteresse imprenable. Tu te dis, c'est dommage parce que l'effort consenti contre Miami, il est gâché par la défaite à Détroit. Donc, il faudra être constant, faire respecter son rang quand on tombe contre des équipes
avec des objectifs moindres et se battre avec ses armes face à nos concurrents directs pour faire la bataille. Et je pense que les Raptors, l'année dernière, quand ils ont conclu la saison, il y avait quelque chose comme 12 victoires en 16 matchs pour terminer l'année, aussi haut qu'ils l'ont fait. Et en début d'année, bon, c'était pas tout ça parce que Siakam n'était pas là. Il a fallu un peu un temps d'entente pour le groupe sur le terrain, par exemple. Et VanVleet et Anunoby étaient blessés aussi dans la fin de l'année, alors qu'ils aient fait aussi bien. Ça met un peu la barre haute pour le début d'année. Je pense que les attentes ne sont pas très élevées, mais que les Raptors vont nous rappeler assez rapidement qu'il faut croire en eux et qu'ils sont capables, encore une fois, de s'établir dans, franchement, le top 4 de l'Est. Je pense que c'est tout à fait possible. Au bout du compte, ils seront sûrement 5e, mais c'est possible de surclasser une équipe parmi Miami, Philadelphie ou Brooklyn, par exemple. Raph, tu anticipes le 4e carton, et ben on va y passer tout de suite. Les scénarios de la saison. On commence avec les scénarios pessimistes. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à ces Raptors selon vous? On peut aller dans l'imaginaire, hein, ça c'est pour s'amuser, le scénario pessimiste. Bon, sans exagérer trop, hein, on ne va pas imaginer une comète qui s'écrase sur la ville de Toronto non plus, mais selon toi, Alex, quel serait le scénario le catastrophique pour les Raptors? Qu'est-ce qui pourrait arriver pour que la saison soit ratée? Une blessure dans les 2-3 premiers matchs, quoi. Une fin de saison prématurée pour un Scottie Barnes ou un Pascal Siakam ou un Fred VanVleet. Et là, tout de suite, toute la dynamique, elle est flinguée pour tout le monde, quoi. Donc, ce serait très compliqué. Il va falloir s'en remettre. Et puis derrière, les confrontations et tout ce qu'on vient de faire, c'est à jeter à la poubelle parce qu'il faut revoir tout. Il faut tout revoir. On n'a plus du tout les mêmes prétentions. On n'a plus du tout les mêmes objectifs. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir éviter, mais c'est le lot de toutes les franchises NBA. Demain, à Brooklyn, Kevin Durant se fait le tendon d'Achille. J'espère pas, je ne lui souhaite pas. Mais voilà, tout de suite, ça fout en l'air les objectifs de Brooklyn. Il faut être honnête. Giannis, c'est pareil à Milwaukee. Donc, c'est le lot du sport de haut niveau et c'est probablement le pire qui puisse arriver à Toronto. Et dans ce cas-là, si on arrive avec une blessure de ce style-là, si on arrive à accrocher autre chose que le top 10, c'est très gros. Hein. C'est franchement une belle saison si on y arrive. Hein. Donc pour moi, le scénario pessimiste envisagé par Alex, c'est aussi un scénario réaliste. Beaucoup plus réaliste pour les Raptors qu'il ne l'est pour Milwaukee, par exemple, parce qu'on sait à quel point Nick Nurse doit abuser de VanVleet et Siakam en termes de temps de jeu. Les Raptors ont absolument besoin de ces deux joueurs-là sur le terrain pour gagner, connaître des bons résultats. Et quand on connaît, surtout dans le cas de VanVleet, sa propension à se blesser, il faut faire vraiment attention. Je pense que le joueur qui ne doit absolument pas se blesser, c'est VanVleet, parce que Anunoby cherche à avoir des ballons, Gary Trent cherche à se faire valoir pour son contrat. Si c'est Siakam qui doit manquer un peu de temps de jeu, on devrait pouvoir se débrouiller quelques matchs. Si c'est Barnes, on a toujours Siakam et VanVleet qui sont les deux véritables meneurs de cette équipe-là. Mais si c'est VanVleet, on a vu à quel point ça peut être difficile. C'est pas Delano Banton qui va sauver les meubles. Scottie Barnes doit déjà encore s'adapter à la NBA, élever son niveau de jeu. C'est pas le temps de lui imposer d'être un meneur de jeu. Vraiment, c'est la santé de Fred VanVleet qui va dicter toute l'allure de cette saison-là. Et s'il doit se blesser dans le pire des scénarios pour plusieurs mois, là, il va falloir revoir nos plans du côté des Raptors. Mais quand on a un Siakam qui est déterminé à se faire une place parmi l'élite de la NBA, à quel point cette équipe-là pourrait-elle vraiment perdre et abaisser son rang pour repêcher le plus haut possible au repêchage? Ça va être difficile. Encore une fois, c'est une équipe qui, cette année, va jouer parce qu'elle doit jouer pour pouvoir progresser, mais qui attend encore le bon moment pour faire son move, faire sa transaction nécessaire pour pouvoir se réintégrer dans l'élite de la NBA. Moi, je vois même pas un scénario pessimiste avec une grosse blessure de un joueur qui ferait que les Raptors tankeraient ou finiraient en dehors du top 10. Je pense que même avec un joueur en moins, même si c'est VanVleet, il y a des solutions. Ça va être compliqué, bien sûr, ils vont gagner beaucoup moins de matchs, mais pour moi, cette équipe, elle doit finir dans le top 10, même dans un scénario pessimiste.
Mon scénario pessimiste, je ne voulais pas prendre en compte les blessures parce que c'est bien sûr toujours le scénario le plus pessimiste de voir des joueurs qui vont avoir beaucoup de blessures. Ça serait plus sur, j'en parlais tout à l'heure, pour moi, ça peut être vraiment une problématique, cette distribution de la balle, et peut-être voir des joueurs frustrés qui ont envie de montrer plus et qui sortiraient du collectif certains soirs, et du coup perdre des matchs bêtement comme ça, tu vois, par rapport à des dynamiques, des joueurs qui ont envie de montrer plus en attaque, un Gary Trent Jr. qui a envie d'aller chercher son gros contrat, donc qui va prendre beaucoup de ballons en ISO, qui va prendre beaucoup de tirs, même les soirs où ça ne rentre pas. Siakam qui a ses ambitions d'être top 5, donc qui va continuer à prendre des tirs aussi. OG qui veut avoir un rôle plus important. Pour moi, ça serait plus ça serait plus en fait une équipe qui se désunit un petit peu. Même si pour moi, les Raptors, ce n'est pas forcément possible parce que l'état d'esprit est bon, Nick Nurse gère bien son groupe. Mais Exact. voilà, pour moi, un scénario pessimiste, ça serait ça. Et du coup, une équipe qui n'est pas à la hauteur de nos attentes et qui finirait en play-in, assez bas dans le play-in, genre 9e ou 10e, ça serait vraiment décevant. Et qui ne serait pas au niveau de nos attentes défensivement aussi. Je pense qu'on a des très grandes attentes défensivement. Et on l'a vu certains moments l'année dernière, ça n'a pas été top, hein. Justement, à la réintégration de Siakam, l'équipe était parmi les moins bonnes en défense, mais ça venait notamment de Siakam qui devait se remettre dans le rythme. Donc ça, j'ai pas trop de doute là-dessus, mais bon, c'est le but du scénario pessimiste. Donc pour moi, ça serait ça, des problèmes de distribution de la balle, des joueurs qui laissent parler leur ego et une équipe qui n'est plus aussi collective que ce qu'elle pourrait l'être. Allez, on enchaîne. Maintenant, on va passer à l'optimisme. Alex, quel est le scénario le plus optimiste pour les Raptors? Le plus optimiste, c'est que tout le monde soit au diapason dès le début, que ça se passe super bien, que les équipes au-dessus font un début de saison un peu plus compliqué que nous, que le fait que la majorité de l'effectif ait passé la majorité de son été à travailler avec Rico Hines et encore après, pendant les entraînements, que tout ça paye ses fruits et que Toronto termine, allez, soyons fous, sur le podium de la conférence Est. Un duo Siakam Van Vliet All-Star, enfin voilà, un truc de ouf. Raph, ton scénario optimiste. Je pense que ça s'inscrit dans la même chose que dit Alex, c'est-à-dire de profiter de la mésentente encore à Brooklyn comme l'année dernière, de profiter d'une équipe de Miami qui pourrait rencontrer des problèmes aussi dans la distribution de la balle et des 76ers qui sont comme les 76ers peuvent l'être, c'est-à-dire frustrants pour animer leurs partisans à Philadelphie. Je pense que les Raptors peuvent assurément entamer la saison après quelques mois dans le top 3 peut-être de l'Est. Et ça, c'est vraiment un scénario très optimiste pour finalement retrouver sa place naturelle dans le top 5, top 6. Mais je vois cette équipe-là assurément dans les séries éliminatoires, même dans le scénario le plus pessimiste possible, que ce soit dans le play-in ou dans les séries. Et quand on parle de scénario optimiste, c'est d'avoir une équipe qui est 3-4e au classement de l'Est parce qu'ailleurs, il y a eu une dysfonction totale dans le collectif. Super. De mon côté, je pense comme vous, on peut atteindre. Moi, je pense qu'on peut, si tout se passe bien, les Raptors peuvent être top 3. S'ils continuent à être bons contre les équipes bonnes, comme ils l'ont été l'année dernière, parce que tactiquement, ils vont prendre des matchs contre les meilleures équipes, ils vont faire des coups. Et en fait, pour moi, la balance, c'est vraiment contre ces petites équipes d'assurer son statut. Et dans un scénario optimiste, tout le monde contribue au meilleur de ses possibilités. Les Raptors affichent une défense impressionnante dès le début de l'année, qui va monter en puissance et qui va se classer parmi les meilleurs de la ligue. Les Raptors doivent être top 5 en défense s'ils veulent exister en haut de la ligue parce que l'attaque sera jamais flamboyante. Malheureusement, il n'y a pas ce joueur qui va te propulser ton attaque parmi les meilleurs de la ligue. Il n'y a pas le créateur, il n'y a pas le super scoreur. Donc forcément, mais une attaque qui est comme l'année dernière, entre la 10e et la 13e place, c'est très bien. Et si tu as une top 5, même top 3 défense, et là, tu commences à faire parler, tu vas gagner des matchs comme ça parce que tu défends bien, tu as des points faciles en attaque, ça comble un peu tes lacunes sur demi-terrain. Et voilà, les Raptors enchaînent, ils battent les petits, ils font des bons résultats contre les gros, ils finissent dans le top 3 et on est tous très contents à la fin de l'année. 2 All-Stars dans l'équipe, Precious Achiuwa qui a surperformé en sortie de banc. Et voilà, tout va bien. Maintenant, on va revenir sur Terre. Le scénario réaliste. Alex, pour toi, c'est quoi le scénario réaliste?
à quoi on s'attend des Raptors cette année, en fait. Parce que c'est très compliqué, ce top 8 de l'Est. Honnêtement, moi, je ne serais même pas déçu si on fait une bonne saison et qu'on finit huitième parce que les autres équipes ont bien joué. Parce que de Milwaukee ou Philadelphie, qu'on peut s'attendre à ce qu'ils soient premiers, jusqu'à Atlanta, Chicago, qui peuvent finir huitième, mais qui peuvent aussi prétendre à ce top 4, top 5, il y a de la concurrence. Donc, quel serait le scénario réaliste? C'est une dinguerie. Ça va se jouer au carton presque. Ça va se jouer aux confrontations directes. Tu loupes le dernier carton du match contre Cleveland ou contre Chicago, et à la fin de la saison, tu as une victoire de moins et tu es derrière. Ça va être très, très dur de se démarquer et de terminer devant tout le monde. Je dirais que le scénario le plus réaliste, je n'ai même pas envie de dire faire aussi bien que l'année dernière, parce que c'est dur. Il y a entre les équipes qui se sont renforcées, les équipes qui n'ont pas bougé comme nous, c'est une galère. L'année dernière, on finit à 48 victoires. On n'est pas loin de la saison à 50 victoires. Donc, c'est assez extraordinaire. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il faut viser, entre 45 et 50 dans ces eaux-là. Et terminer, 5, 6. Allez, éviter le play-in. Éviter le play-in, je pense que c'est l'objectif le plus abordable, je dirais, le plus réaliste de cette équipe cette saison, parce que déjà, ça évite la pression des matchs à élimination directe. Si on peut en plus accrocher cette place-là avant la dernière journée, ce serait bien. Faire en sorte de pouvoir donner 1 ou 2 matchs de repos à Van Vliet, Siakam sur les 2 derniers matchs. Ça pourra nous servir après pendant les playoffs. Donc voilà, je vais miser sur une place entre 4 et 6 en fonction de comment notre saison se passe et de la saison des autres aussi. Là, la news vient de tomber. Chris Middleton à Milwaukee sera absent pendant quelques semaines en début de saison. C'est ce genre de choses qui peut se payer en fin de saison, vu comment ça va être serré d'un bout à l'autre de ce top 8 à l'Est. C'est quelque chose qui peut se payer à la fin de la saison. Donc voilà, je dirais entre 4 et 6 et entre 45 et 50 victoires. Parfait, parfait. Raphaël, on est bientôt à la fin. Ouais, quand je considère la bonne entente qu'il y a chez les Raptors, le fait que la majorité des joueurs se soient entraînés ensemble à Los Angeles pendant l'été, qu'il y ait une continuité à travers le camp d'entraînement avec l'effectif de l'année dernière, avec ce qui s'est passé pendant l'été, j'ai pas de mal à voir les Raptors jouer au même niveau que l'année dernière, mais avec un effectif qui est plus en santé et un Scottie Barnes plus aguerri. Donc, sur le plan des statistiques, sur le dossier, est-ce que ça va être forcément la même chose? 48 victoires. Je pense que les Raptors sont capables d'aller chercher les 50 victoires. Pas forcément plus, mais ils ne feront pas forcément non plus moins bien que l'année dernière. On parle de, comme tu le dis, entre 45, 46, 47 victoires à 50. Vraiment, je les vois 6e dans l'Est, simplement pour éviter le play-in aussi, avec la parité qu'il y a dans cette association-là, avec les scénarios qui vont changer. Je pense que les Raptors, pour eux, ça va être important de s'affirmer dès le début de l'année, de montrer que la continuité dans l'effectif à travers l'entre-saison, elle va rapporter dès le début de l'année, s'imposer dans un top 3, par exemple, pour ensuite retrouver sa place sur Terre, sa place naturelle de 5 ou 6e. Sur le classement, sur le dossier, sur les performances de l'équipe, je vois sensiblement la même saison que l'année dernière. Et franchement, je pense que c'est ce que les Raptors attendent aussi, parce que tout ce qu'on veut, c'est que le collectif progresse, que les joueurs individuellement comme Precious et Scottie soient tout simplement meilleurs, pour que lorsque vienne le temps de mettre tous nos œufs dans le même panier avec un gros échange, mais que cette équipe-là, l'année suivante, en 2023-2024, soit en position de pouvoir rivaliser, même battre régulièrement les 76ers, par exemple, au sommet de l'Est, ou Giannis et les Bucks de Milwaukee. C'est dur de passer après vous, les gars. Hein. Je pense la même chose. Hein. Entre 4 et 6, rester dans la même lignée que l'année dernière. Si c'est un petit peu moins, ça ne voudra pas dire forcément que la saison sera moins bonne, parce que, vous l'avez dit, l'Est est plus fort. Et peut-être même un même bilan ne permettra pas aux Raptors de finir 5e. Donc, on va viser entre 4 et 5. Entre 4 et 6, pardon, essayer d'avoir le même bilan. S'ils pouvaient accrocher les 50, je pense que c'est atteignable aussi, hein, mais ça va être
Ça va être une sacrée saison, en tout cas. On a hâte qu'elle commence dès mercredi. On termine avec une petite hot take. Alex, quel hot take pour la saison? Ça peut être n'importe quoi. J'ai essayé d'y réfléchir quand tu nous as envoyé le programme et j'ai pas beaucoup d'idées. Mais je pense que une hot take, je pense que Dalano Banton va avoir plus de 10 minutes par match cette saison. Ça se tient, ça se tient. Raph, est-ce que tu en as une petite? Pour moi, Pascal Siakam, All-NBA cette année. Première, deuxième ou troisième team? L'année dernière, c'était la 3e. Hein? Ouais. Je pense qu'il peut accrocher la fin de la première équipe. C'est vraiment, ouais. Si on parle de hot take, ça va être la première équipe All-NBA pour Pascal Siakam cette année. Remplir ses objectifs de top 5 en un sens, si c'est ce qu'il disait. Ouais, franchement, je pense que oui. Il paraît tellement convaincu. Avec Rico Hines, pas simplement pendant l'entre-saison, mais toute l'année dans son oreille. Je pense qu'on va avoir un Pascal très, très confiant cette année, qui sait à quoi s'attendre de la NBA, sait ce qu'il peut donner et comment est-ce qu'il peut encore surprendre. Puis, quand on regarde les équipes dans l'Est, oui, tout le monde a pratiquement fait des grosses additions, mais ça va prendre du temps avant qu'elles se mettent tous ensemble, qu'elles jouent très bien. Mitchell, par exemple, à Cleveland, alors que Siakam, lui, sait comment fonctionner, c'est établi que c'est la première option ou un A, un B avec Fred VanVleet. Ouais, première équipe All-NBA pour Pascal Siakam. C'est une sacrée hot take. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elle se réalise. Moi, je vais partir sur la défense parce que c'est ce que j'aime avec ces Raptors. Et révolution cette année, il n'y aura pas un, mais 2 joueurs des Raptors dans les meilleurs 5 défensifs de la Ligue. J'espère qu'on va enfin reconnaître ces Raptors à leur vraie valeur. Après, vous pouvez mettre qui vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre OG, vous pouvez mettre Fred VanVleet, vous pouvez mettre Scottie Barnes qui en a fait un objectif. Vous pouvez mettre Precious Achiuwa, qui vous voulez. Même Pascal Siakam, il pourrait y être. Donc voilà, c'est ma hot take pour l'année. On va un peu révolutionner les choses et les Raptors vont enfin avoir ce qu'ils méritent. On est arrivé au bout de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Raph pour ton temps. Merci Alex. On se donne rendez-vous mercredi pour l'ouverture de la saison. Raptors versus Cavaliers. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Let's go Raptors! Bonne saison! Lowry for 3. Bang!